Et c'est bon, nous pouvons commencer. Bon, bonsoir à tous. Nous sommes désolés pour ce petit retard dû un peu à des problèmes de connexion technique, comme à l'habitude, si je puis dire. Et donc, en fait, ce soir, on a la grande chance, on a le grand plaisir, l'ENSI, d'accueillir en visio Vinciane Després. Et Vinciane Després est une spécialiste, philosophe spécialisée en éthologie, mais aussi psychologue. Et enfin, je pense qu'elle va vous dire un petit mot, elle se représentera, parce que là, elle nous parle de Liège. Elle enseigne aussi à l'Université de Liège. Voilà. Et pour cette rencontre exceptionnelle, elle sera entourée de 5 élèves de l'école. Je présenterons à vous tout à l'heure. Mais je tenais quand même à préciser que Vinciane, elle interroge notre rapport aux animaux dans certains de ses livres, tout particulièrement dans Bêtes et Hommes. Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions? Habiter en oiseau. Un joli petit livre plutôt destiné aux enfants qui s'appelle Chez soi les animaux. Et son dernier livre, Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation. Mais elle s'intéresse aussi à la parole de ceux qui restent dans un très beau livre qui s'appelle Au bonheur des morts. Et je tenais aussi à préciser le petit livre, enfin, le petit livre, pas tant que ça d'ailleurs, que vous avez, que Vinciane donc, a livré en 2011 avec Isabelle Stengers, qui s'appelle Les faiseuses d'histoire, dans lequel, dans ce livre, la question est posée, que font les femmes à la pensée? Voilà. Donc, elle sera entourée pour cela de Nora Dupont, de Marie-Ève Miasso, Arnaud Magnan, Adèle Mitraï, qui sont tous les 4 élèves en création industrielle, mais aussi de Lise Charpentier, étudiante en master MIT, qui va un petit peu développer ses centres d'intérêt. Donc, ils seront leurs interlocuteurs, ce seront ces interlocuteurs privilégiés. Avant de vous donner la parole, je tenais à associer donc Émilie Vabre, avec qui on a monté cette rencontre, ainsi que Véronique Rodriguez. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse la parole. Oui, bien, mais vous m'avez déjà très bien présenté, je ne peux pas ajouter grand-chose d'autre, si ce n'est que je suis ravie d'être accueillie chez vous et de discuter un peu avec vous. Et que donc, oui, ben, vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire. J'enseigne à Liège et à Bruxelles aussi de temps en temps. Et ma passion, évidemment, ce sont les relations entre les… Au départ, c'était d'étudier les scientifiques qui étudiaient des animaux, puisque c'est comme ça que j'ai commencé par un tout premier terrain que j'ai effectué dans tout au début des années 90, où je suis allée observer un oiseau très particulier dans le désert en Israël. Enfin, je pensais aller observer l'éthologiste qui l'observait. Et puis, j'ai été contrainte parce que l'oiseau était vraiment extraordinairement intéressant à observer l'oiseau avec lui. C'était l'oiseau de Cratéropécaillé, qui est un oiseau qui avait comme particularité, entre autres fantaisies, de danser. Et de danser pour des raisons sociales évidentes. Voilà. Je pense qu'on va passer directement à la discussion. Merci Françoise. Donc, Arnaud. Alors, pour commencer, en introduction, nous aimerions vous dire que vous avez une pensée très riche et très inspirante pour nous. Et à la lecture de vos ouvrages et à l'écoute de vos nombreuses conférences, on perçoit des liens entre votre démarche singulière dans le paysage de la philosophie et la nôtre, jeune designer en formation à l'ENSI. À la fois dans la manière dont on identifie un problème, dont on décrypte un terrain, dont on collecte des informations et la façon dont on y répond, et dont on fait appel et qui peut parfois faire comme vous appel au récit. De nombreux projets à l'ENSI s'ancrent dans le réel et s'inscrivent sur un territoire défini, comme les hôpitaux de Paris, le réaménagement d'un quartier de la ville de Grigny, ou encore dans des échelles plus petites, telles que celle de la chambre à coucher pour un magasin d'ameublement. Nous passons beaucoup de temps à observer le terrain. Nous avons recours à différentes méthodologies inspirées de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la sociologie, de la psychologie, dans une démarche parfois artistique. Nous mettons en place des techniques pour le comprendre, interroger directement les habitants,
humains et non humains, dessiner, photographier, enregistrer, se renseigner, et plus encore. En gros, c'est à nous de bidouiller, d'inventer nos propres outils. Donc pour commencer, je vais laisser à Lise le soin de vous poser la première question que nous avons choisi de vous proposer. Du coup, vous maniez des données scientifiques, des concepts philosophiques, vous développez un sens de l'observation sensible, vous écoutez les oiseaux. D'une certaine manière, vous ne semblez pas tenir compte des frontières entre les disciplines. Et ce qui nous intéresse, c'est d'abord de comprendre comment vous mettez en place cette approche pluridisciplinaire et de quoi vous vous nourrissez, quels sont vos outils de chercheuse. Oh là là, quelle question! En fait, je pense que je n'ai pas bien respecté les frontières disciplinaires parce que je n'arrivais pas à en percevoir la signification, je n'arrivais pas à en percevoir la pertinence. Je vais dire par là que, alors, comment est-ce que je commence? Parce que je vais répondre très concrètement. Pourquoi est-ce que je ne peux pas percevoir la pertinence de certaines frontières disciplinaires? Pas de toutes, hein, parce qu'on ne parle jamais en général. Mais par exemple, allez, je vais parler de mon premier terrain, parce que c'est là où j'ai réalisé que je ne voyais pas bien les frontières. Je suis partie observer un oiseau, à l'époque, j'avais terminé en mémoire de master en psychologie, j'étais philosophe et puis j'avais repris des études de psychologie, et ce mémoire concernait l'altruisme chez les oiseaux. Et donc, j'avais lu tout ce qui était possible sur l'altruisme chez les oiseaux, comment des oiseaux se dévouent pour la nicher d'autres oiseaux, comment ils font les sentinelles pour les autres, comment ils collaborent, ils sont coopératifs dans des groupes et dans des collectifs, etc. Mais j'avais remarqué après quelques temps que les oiseaux se comportaient pratiquement tous de la même façon. Et j'ai fini par réaliser que s'ils se comportaient tous de la même façon, c'est parce qu'en fait, il y avait une théorie qui était tellement forte que les chercheurs ne s'intéressaient qu'à ce qui répondait à cette théorie. C'était la théorie qu'on appelle la théorie sociobiologique qui dit l'altruisme ne peut se maintenir dans une population que si les altruistes aident des autres êtres qui sont porteurs du gène de l'altruisme. Autrement, l'altruisme disparaîtrait. Si les altruistes se dépensaient sans compter pour des égoïstes, ben, il n'y aurait plus que des égoïstes. Donc, s'il y a encore de l'altruisme, ça veut dire qu'ils orientent leur aide vers les altruistes. Et donc, les sociobiologistes étaient surtout préoccupés de voir quelle est la relation génétique entre tous les oiseaux. Donc, ça veut dire que ce que j'entendais de description du jet bleu de Floride, du jet du Mexique, du guépier à front blanc ou de la corneille grise de Lausanne, en fait, ces oiseaux se comportaient tous de la même façon parce qu'on leur posait les mêmes questions, des questions finalement qui les restreignaient à un rôle simplement de altruiste propagateur de son propre bagage génétique grâce au fait d'aider les apparentés. Et puis, il y avait une exception dans toute cette littérature, et j'avais lu avec beaucoup d'effarement et d'étonnement un ornithologue israélien qui s'appelait Amos Zahavi, et qui décrivait des oiseaux de toute autre manière. En fait, il décrivait les oiseaux comme on décrit des primates. C'est-à-dire qu'il connaissait leur histoire de vie, ils les avaient tous bagués, tous ceux qui l'observaient étaient bagués, ils vivent dans des colonies de 5 à 20 membres, et chaque fois que Zahavi affirmait quelque chose à leur sujet, il disait en plus, dans les articles, en principe, les cratéropes font comme ceci ou comme cela, mais il y en a qui font autrement. Donc, en fait, j'avais une description qui ne correspondait pas du tout aux descriptions biologiques habituelles. Non seulement les oiseaux faisaient des choses extraordinaires, ils dansaient, ils se faisaient des cadeaux, bien sûr, ils coopéraient à la nicher, ils se disputaient pour pouvoir être sentinelles. Quand un prédateur s'approchait, c'était à qui allait être le plus brave pour aller l'attaquer. Bref, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible que tous les oiseaux se comportent de manière aussi conformiste et que celui-là, il soit différent. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis dit, est-ce que c'est l'auteur, est-ce que c'est l'ornithologue qui les observe différemment, ou bien est-ce que c'est cet oiseau qui est vraiment extraordinaire? Et donc, j'avais écrit à Zahavi pour lui demander si je pouvais venir observer avec lui. Alors là, on fait déjà une première transgression de frontières. Pourquoi? Mais parce que, d'une certaine manière, mon travail n'était pas du tout d'aller observer l'oiseau. Ce n'était pas du tout mon intention. Je n'étais pas une vraie éthologiste, pour le dire tranquillement, mais j'allais faire de l'anthropologie chez les éthologues. Donc, je brouillais déjà les frontières parce que personne, alors quand je suis arrivée sur le terrain, mon rôle n'était pas du tout clairement identifié. Pour Zahavi, c'était aberrant qu'une anthropologue puisse venir observer ce qu'il observait. Ça n'avait rien d'intéressant pour lui. Ce qui était intéressant, c'était les oiseaux. Donc, lui me parlait comme à une éthologue un peu maladroite, pas très au courant de tout ce qu'il fallait être au courant, mais une éthologue quand même. Moi, je me vivais comme une anthropologue, donc j'observais Zahavi. Mais j'ai vite compris qu'en fait, observer Zahavi, qu'est-ce que vous voulez? Vous regardez un mec qui observe des oiseaux, et puis vous n'apprenez rien. C'était les oiseaux qu'il fallait observer. Et éventuellement poser des questions à Zahavi sur ce qu'il voyait
comme une étudiante en formation. Donc là, je rebrouillais encore les frontières. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, si les oiseaux étaient si passionnants, c'est parce que Xavi avait une prise anthropologique. Il leur posait des questions d'anthropologue mélangées à des questions biologiques. Et donc, ça veut dire que, par exemple, ne se tracassait pas trop de savoir quelle était la fonction du comportement, pourquoi il s'était maintenu le long du cours de l'évolution. Mais en fait, il leur posait des questions, mais c'est quoi les motifs? Pourquoi il fait ça, cet oiseau-là? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Pourquoi est-ce que lorsqu'un dominé fait un cadeau, il prend un petit vermisseau et vient l'offrir au dominant en faisant un petit cri caractéristique, regarde ce que je t'ai apporté, pourquoi est-ce qu'il passe un mauvais quart d'heure après? Ben voilà, ben ça c'était intéressant. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout la notion des frontières parce que je n'avais dès le départ aucune confiance dans la théorie de l'exceptionnalisme humain qui nous était enseignée à l'époque. Là, il y avait, quand j'entendais cette théorie de l'exceptionnalisme humain, je sentais profondément, intuitivement, qu'il y avait quelque chose de totalement bizarre et d'aberrant dans cette théorie. Et je ne pensais même pas d'un point de vue éthique qu'elle était injuste. Je me disais, c'est faux. Il y a quelque chose qui est pas, je vais dire, il faut vraiment pas connaître les animaux pour être exceptionnaliste. Et donc, ça aussi, ça brouillait les frontières. Donc, vous voyez, une perception de l'exceptionnalisme comme une aberration, mais que c'était vraiment intuitif, une pratique d'anthropologie sur un terrain d'éthologie, où eux-mêmes me traitent comme une éthologue, mais d'autant plus facilement confondable avec le rôle que moi-même je m'étais assigné, que je me rendais compte qu'on faisait une pratique anthropologique avec les animaux. Alors, la philosophie a dû venir se greffer là-dessus, mais là, je vous dis honnêtement, pourquoi est-ce que la philosophie est venue se greffer là-dessus? Parce que j'étais engagée dans un département de philosophie, il fallait que j'en fasse de la philo. Alors que moi, ce qui m'intéressait, je pense que c'était l'anthropologie. Et bien finalement, j'ai découvert le travail de Bruno Latour, qui, comme philosophe, faisait de l'anthropologie de laboratoire. Donc, lui-même avait brouillé les frontières. Est-ce que Bruno Latour est sociologue? Est-ce qu'il étudie des sociétés? Est-ce qu'il étudie l'effet des sciences sur les sociétés? Est-ce qu'il étudie comment les sociétés sont transformées par les sciences? Oui. Est-ce qu'il est anthropologue? Oui, parce qu'il a une démarche plutôt anthropologique que sociologique. Est-ce qu'il est philosophe? Oui, parce qu'il crée des concepts, parce que son système de référence est aussi un système philosophique. Et donc, je me suis retrouvée à sa suite à pouvoir assumer tranquillement le fait de passer en toute légalité, comme si elle n'existait pas, et sans montrer les papiers, parce que c'est ça, je pense, c'est que normalement, pour passer une frontière disciplinaire, vous devez montrer vos papiers. Et qu'est-ce que sont les papiers? Un diplôme. Et j'ai une chance extraordinaire, c'est que grâce au travail de Bruno Latour, eh bien, on pouvait à cette époque-là commencer à passer les frontières sans montrer ses papiers. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question de manière très empirique, mais vous allez voir, vous n'aurez pas d'autre réponse que empirique, probablement. Merci beaucoup. Donc, je vais vous poser une deuxième question. En tant que créateur de choses, au sens large, quand je dis choses, je parle de services, objets, espaces, relations, interfaces, installations. Nous agissons sur notre environnement. Et donc, dans nos projets, on se pose souvent la question comment penser et dessiner des éléments avec un milieu, et non pas sur un milieu. Et du coup, pourriez-vous nous définir qu'est-ce que pour vous un milieu? Alors, c'est intéressant parce que vous avez utilisé le mot environnement et c'est un mot que j'ai décidé de ne plus utiliser pour des raisons philosophiques que vous devinez, je pense, et que vous connaissez certainement. Pourquoi est-ce que je ne parle plus d'environnement? Parce qu'en fait, je sais à quel point la façon dont on raconte les histoires et les mots qu'on utilise forge notre perception du monde et forge notre rapport à ce monde. Donc, environnement, c'est ce qui nous environne. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve de nouveau soit au centre, mais dans un centre qui nous exclut en quelque sorte. Ouais, puisque le reste, c'est une espèce de paysage passif et muet, qui est juste une espèce de paysage dont, voilà, c'est soit que vous êtes promeneur, soit que vous allez chercher la nature comme ressource. Donc, moi, j'ai plus du tout utilisé le mot environnement. J'ai préféré utiliser en effet le mot milieu. Alors, il y a plusieurs raisons au mot milieu, parce que milieu, ça veut dire que quand vous êtes dans un milieu, vous devez attacher de l'importance à deux choses. Vous êtes dans le milieu et pas au milieu, ça c'est déjà très important. Et c'est ce que le philosophe Deleuze appelait par exemple prendre les choses par le milieu. Je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a une ambivalence, une ambiguïté dans la manière dont il l'exprime. C'est-à-dire, est-ce que c'est prendre les choses par le milieu, c'est-à-dire ni par le début, c'est-à-dire en parlant en termes de fondement ou de cause, ni par la fin en pensant en termes téléologiques ou en termes d'abstraction ultime, mais vous voulez vraiment les prendre par le milieu, comme il disait, on prend par le brin d'herbe. Et puis en même temps, par le milieu, ça peut vouloir dire aussi prendre les choses dans le milieu dans lequel elles sont, en pensant dans le milieu, en se mettant soi-même dans ce milieu.
Ça, c'est le premier intérêt. Et puis, alors, si je devais, alors c'est plus tardif, mais ça, je crois que c'est l'écriture et l'enquête que j'ai menée, qui est une enquête toute théorique sur habiter en oiseau, où j'ai découvert la pensée des écologistes de l'école de Chicago. Donc, on est dans les années 20-30. Et il y a un auteur qui m'a particulièrement touchée, émue, intéressée. Mais enfin, il travaille à plusieurs, c'est un collectif d'auteurs, mais visiblement, il était vraiment très important dans ce collectif. C'était Warder Clyde Ali, et qui va commencer à vraiment, qui commence, et je ne connaissais pas du tout ce travail d'écologie des milieux, en fait. Et alors, les manières de définir les milieux, je trouvais ça prodigieusement intéressant. Un milieu, en fait, c'est quelque chose qui tient. Un milieu, c'est des relations qui tiennent. Il y a un ensemble de relations qui n'est pas indéfini ni infini, parce qu'un milieu, il a des bordures, il a des frontières, même si elles sont très poreuses. Mais ça veut dire un milieu, c'est quelque chose qui tient. Ça veut dire qu'on commence à penser les milieux. Alors, moi, je dirais un milieu, c'est un pari sur une réussite. Et c'est un pari qui, pour le moment, tient. Tant que vous avez le milieu, ça veut dire que le pari a tenu. Autrement, le milieu, voilà. Et une fois que vous commencez à penser comme ça, je veux dire, il y a plein de portes qui s'ouvrent pour penser des interdépendances et focaliser votre attention sur les indépendances, les interdépendances qui font qu'un milieu est en train de tenir. Et d'une certaine manière, ça m'a ouvert par exemple la porte pour aller vers les recherches de Bernie Krause. Alors Bernie Krause, qui est cet bioacousticien qui étudie des milieux sonores. Et c'est quoi un milieu sonore? Alors c'est passionnant, hein, ces travaux. Il y avait une très très belle exposition à la Fondation Cartier il y a 2-3 ans d'ici, où Bernie Krause, par exemple, donc il y avait une visualisation par des artistes, si mes souvenirs sont bons, australiens, où Bernie Krause montre par exemple que quand un milieu, on va dire, est toujours dans la réussite de son pari, de ce pari collectif, où chacun y va pour ses propres motifs. En plus, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'idée du super-organisme ou d'une espèce de volonté commune de réussir un truc ensemble, chacun prendrait son rôle. Non, chacun y est pour ses propres motifs, donc il n'y a pas d'histoire romantique dans cette affaire-là. Je vais dire, un prédateur fait milieu avec ses proies. C'est sa présence qui permet peut-être en effet que ses proies soient un nombre qui ne fasse pas catastrophe et ne fasse pas péter le milieu. Donc, ça veut dire que le prédateur, on commence à penser qu'il a des relations sociales avec ses proies, que ça fait partie aussi des relations sociales. Et ça veut dire qu'on étend aussi l'idée de socialité. Et donc, je disais Bernie Krause, pourquoi? Parce qu'il avait étudié, par exemple, que quand un milieu est en train d'exhiber qu'il est toujours dans un ordre de réussite, on le voit tout de suite au sonogramme. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que sur les sonogrammes, dans un milieu riche au point de vue musical, on aura plusieurs fréquences qui seront occupées par plusieurs espèces ou plusieurs règnes. On aura les insectes d'un côté, avec peut-être les grenouilles, et puis une autre fréquence sera occupée par certains oiseaux. Bref. Et on remarque simplement, dit Bernie Krause, que quand ce milieu donc, est toujours dans la réussite de son pari de coexistence et de faire milieu, eh bien, on remarque qu'il n'y a pas de parasitage des êtres les uns par les autres. Que dans la fréquence elle-même, les êtres vont être attentifs d'une certaine manière quand il y en a à ce qu'il appelle le respect du temps de parole. Ça vous dit aussi ce que c'est qu'un milieu, et ce n'est pas du tout une vision ni romantique, ni harmonieuse, parce que le mot harmonie, moi, me fait dresser mes cheveux sur la tête, parce que cette conception d'une nature harmonieuse, elle a fait pas mal de dégâts aussi. Mais c'est simplement parce qu'il y a des agencements et des compositions, et je trouve que le mot composition, par exemple, qu'un milieu, c'est un ensemble de compositions, et que le mot composition, ça nous permet aussi de transgresser les frontières. Pourquoi? Parce que composer, c'est musical, et ça, c'est le dernier sens auquel on penserait, sauf que Bernie Krause m'a obligé à penser à ce sens-là. Mais composer, c'est aussi composer. Le travail politique, c'est un travail de composition. Comment est-ce qu'on compose comment est-ce qu'on fait pour composer des intérêts hétérogènes ou des opinions hétérogènes sur la manière de faire milieu ou de faire société. Donc voilà un petit peu tout ce que le terme milieu, pour moi, provoque comme type de richesse, avec tout ce à quoi cela engage. Voilà. Merci. J'avais une troisième question. Nora. De plus en plus dans nos projets, on se pose la question de comment inclure des espèces autres qu'humaines. Et du coup, donc, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un mail que je vous avais envoyé où je vous avais posé la question de comment parler avec un mouton et vous m'aviez répondu d'aller rencontrer un mouton. Et on se demandait si vous aviez d'autres pistes pour comprendre au mieux les besoins ou
ou agir de manière la plus juste possible avec des êtres, enfin, comprendre les besoins d'êtres autres qu'humains et agir de la façon la plus juste possible. Mais je pense que si je devais vous répondre à vous particulièrement, je vais dire à votre groupe, il y a des étudiants qui travaillent dans une école de design, de la manière dont vous vous êtes présenté à moi selon vos intérêts et le travail que vous fabriquez, c'est-à-dire que vous êtes très préoccupé et des relations sociales et de l'habitat, et des milieux et des lieux, etc. Donc je pense par exemple au fait de s'asseoir sur un banc pour, voilà, ben, bon, s'asseoir sur un banc, aller rencontrer des moutons et des choses comme ça. Donc moi je dirais jamais à vous, je vous ai dit aller rencontrer des moutons. Si c'est ça votre question, ne cherchez pas midi à 14h. Si c'est au mouton que vous vous intéressez, allez-y. En revanche, je ne dirais pas aux étudiants nécessairement d'aller rencontrer des animaux. D'abord parce que ce n'est pas toujours une très bonne idée. Ensuite, parce qu'on les emmerde, il faut quand même le dire. Hein, je veux dire, aller dans les bois pour aller voir les cerfs bramer, etc. Ben, il vaut mieux rester loin parce que tout le monde les embête. Je veux dire, si tout le monde se met à aller se promener dans les bois au moment de la nidification, ça ne va jamais le faire pour les oiseaux. Bref. Donc, moi, je suis une héritière de Donna Haraway, qui était elle-même héritière d'un auteur dont j'ai oublié le nom, mais qui est de dire intimité sans proximité. Voilà, intimité sans nécessaire proximité. C'est-à-dire, on peut très bien connaître parfaitement bien la barrière de corail et faire énormément de choses pour la barrière de corail en la crochetant. Mais en la crochetant avec une minutie, une précision et à la suite d'une enquête sur comment est formée la barrière de corail, comment bien la représenter et comment aussi rendre les gens sensibles à la beauté de la barrière de corail au travail d'un travail artisanal. Je fais référence ici à deux artistes qui avaient commencé un mouvement que vous connaissez peut-être et puis qui s'est largement diffusé. Donc ça, c'est une première chose, c'est pas nécessairement rencontrer, je vais dire, sur le mode empirique. Ça peut, mais et avec les moutons, là, c'est pas problématique, justement, parce que ce que vous m'avez raconté de vos béliers, de ce que vous avez rencontré, je pense que les moutons, ils sont pas très dérangés par notre présence, ils ont une certaine habitude de notre présence, et donc, là, visiblement, être près d'eux a pu même peut-être à certains égards, quand ils étaient bien habitués à votre présence, les égayer quelque peu en disant, tiens, la voilà de nouveau celle-là. Visiblement, ça pouvait mettre un peu d'animation dans leur vie. C'est très monotone à la vie d'un mouton, mais de notre point de vue à nous. De notre point de vue à nous, parce que peut-être que ce n'est pas si monotone que ça de leur point de vue à eux. C'est peut-être qu'ils ont une capacité de résistance à l'ennui qui est certainement bien meilleure que nous, être survoltés et surexcités et surstimulés en permanence. En revanche, votre intérêt pour les habitats et tout, je vous ai parlé tout à l'heure quand on faisait une présentation plus en petit groupe pour préparer cette rencontre. Je vous ai parlé du travail de Tom Van Doren, qui va être bientôt traduit, qui est le travail de Flightways. Il va beaucoup s'intéresser aux habitats. Et il va faire un constat, et je trouve que c'est quelque chose de très beau de se dire. Alors, il y a deux questions qui m'ont intéressée chez Tom Van Doren. Une qui me pose un problème et une, je trouve intéressante. Je vais commencer par celle qui me pose peu de problèmes, ou en tout cas pas pour le moment. Peut-être que ça va me poser de problème au moment où je vais aller le relire, où je vais devoir en discuter. Mais il va prendre 4 cas concrets. Et dans son livre, donc, il y a 4 cas concrets qu'il va pleinement déployer. Je vous signale que le livre va être publié aux éditions Wild Project, normalement à la fin de l'été. Donc voilà. Et j'ai oublié le titre en français, alors que je travaille sur la traduction de Marin Schaffner. Enfin bon, c'est Tom Van Doren, ce sera le premier qui sera publié en français de lui. Et il va s'intéresser à 4 cas de figure. Il va s'intéresser aux albatros, il va s'intéresser aux vautours, il va s'intéresser aux corneilles de Hawaï et il va s'intéresser aux pingouins pygmées dans la baie de Sydney. Et c'est avec eux que je vais faire référence. En fait, ce qui se passe, c'est que ce sont 4 espèces en voie d'extinction. Les vautours de Mumbai en Inde, parce que le fait qu'ils se chargent du travail funéraire et des humains et des vaches, dont vous savez qu'on ne les consomme pas, en tout cas majoritairement on ne les consomme pas beaucoup en Inde. Donc ça veut dire qu'elles meurent normalement de vieillesse, mais comme elles doivent travailler parce qu'elles vivent dans des communautés, ces vaches sont utilisées dans des communautés rurales relativement pauvres, elles vont travailler jusqu'à ce que mort s'ensuit. Mais ça veut dire qu'elles sont très très atteintes par des problèmes articulaires, des problèmes d'inflammation, de fatigue corporelle. On leur donne un médicament qui s'appelle le diclofénac, que nous connaissons, nous, sous le nom de Voltaren. Ça, c'est intéressant d'ailleurs, que Voltaren est Vautour en anglais. Et en fait, ces médicaments, on a découvert que c'est eux qui avaient été à l'origine de la disparition de plus de 90% des vautours de la région, parce que ça a des conséquences énormes
Alors, autant les vautours peuvent vous recycler de l'anthrax, sont un cul-de-sac pour tous les parasites, puisque le vautour est le seul animal qui arrive à débarrasser les corps de tous les parasites dangereux possibles, et surtout l'anthrax. Autant le diclofénac, ça c'est sans pitié pour les vautours. Et donc, voilà, donc ça c'est un exemple. Et puis pour le pingouin pygmée, c'est pour vous expliquer pourquoi le vautour est en disparition, alors qu'en fait, il n'est pas considéré comme en disparition généralement pour les vautours. Et les pingouins pygmées qui ne sont pas encore disparus, mais qui sont de plus grande difficulté, donc c'est des tout petits pingouins qui vivent dans dans une baie du port de Sydney. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les habitants construisent de plus en plus des digues, des piscines, des murs, etc., qui vont entraver et empêcher complètement les pingouins de nidifier. Or, les pingouins reviennent, sont ce qu'on appelle philopatriques, c'est-à-dire ils reviennent tous les ans souvent sur le site où ils sont nés, et c'est là qu'ils viennent pondre leurs œufs. Et ils ont une fidélité inflexible, disent les scientifiques, à ces lieux d'attachement. C'est très difficile de les déplacer. Et en fait, la question que pose Van Doren, et qui est très intéressante, c'est de dire, mais d'une certaine manière, on considère qu'on est chez nous. Et c'est toujours comme ça qu'on fait avec les animaux. À la rigueur, on veut bien faire quelques concessions, mais ça reste des concessions qui s'adressent à des invités. Et donc, les pingouins, on dit, voilà, les pingouins se sont invités. Mais ça veut dire que ça reste toujours des concessions. Et c'est là où Tom Van Doren va même, et c'est là où je suis un tout petit peu en difficulté avec lui, parce que d'un côté, je lui donne raison, mais je me dis, mais de l'autre côté, il nous prive quand même de quelque chose d'intéressant. C'est Tom Van Doren dit, même l'hospitalité est problématique. Pourquoi ? Parce que si vous déclarez l'hospitalité, ça veut dire que vous considérez que vous êtes l'hôte au sens de celui qui invite. Donc, ça veut dire que vous avez décidé de vous approprier du lieu d'une certaine manière et de décider que c'est vous qui êtes propriétaire. Et il dit c'est quand même une caractéristique extraordinaire pas de tous les humains, mais des humains modernes, on va parler comme des scolas, des modernes occidentaux, de considérer qu'ils sont partout chez eux et de considérer d'une certaine manière la Terre leur appartient. Et là, il me semble que c'est vrai que c'est une première question qu'il faudrait se poser, c'est de savoir, mais finalement, comment est-ce qu'on détermine comment est-ce qu'on arrive à avoir une telle facilité à considérer qu'on est partout chez nous et que les autres, à la rigueur, quand on est très généreux, seraient des invités. Et donc, à qui on va essayer de laisser de la place. Bien, cette idée, cette conception. Alors, pourquoi est-ce que c'est problématique pour moi ? Parce que je me dis, je n'ai pas envie de me priver non plus de la notion d'hospitalité en la considérant comme trop contestable. Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de lui donner raison. C'est que ce sont des réflexes et des mécanismes qui font que d'une certaine manière, même avec la meilleure volonté du monde, les meilleures intentions du monde, on considère en étant les meilleurs possibles, en disant ce sont nos invités, ou bien on va avoir de l'hospitalité pour les pingouins et pour d'autres aussi. Est-ce qu'on n'est pas encore en train de considérer que d'une certaine manière, on leur fait une petite concession? Et ça, je ne sais pas comment on modifie ces schèmes de pensée qui sont les nôtres. Et ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. C'est déjà mieux de toute façon de modifier, de commencer à vouloir manifester de l'hospitalité, de ne pas nécessairement chasser tous les animaux qui sont un peu dérangeants, parce que c'est vrai que, je vais dire, cohabiter avec certains animaux n'est pas évident du tout. Par exemple, si vous savez comment on appelle les corneilles dans certaines régions urbaines américaines, on les appelle des voisines difficiles. Voilà, il y a beaucoup d'animaux qui sont des voisins très, très difficiles. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est au cas par cas. Il n'y a aucune réponse générale. C'est au cas par cas. Et je pense que c'est en enquêtant. Pour moi, il y a un travail qui est vraiment à faire, mais qui est déjà commencé. Enquêter sur tous ces cas par cas de réussite. Voilà, comment est-ce qu'on a solutionné le problème, comment est-ce qu'on a posé le problème, comment est-ce qu'on a essayé d'être le plus équitable possible. Et je pense qu'il y a de multiples enquêtes à faire. Que moi-même, j'avais participé à une très jolie enquête qui était menée par une dame du service de la propreté à Lyon, qui avait été mandatée pour penser la cohabitation des humains et des animaux en ville dans les début des années, on était environ 2005-2006. Et on avait commencé une enquête en se demandant qu'est-ce que les villes font pour favoriser cette cohabitation. Par exemple, Barcelone à l'époque avait installé un service administratif. Si vous aviez des hirondelles ou des oiseaux qui venaient nicher chez vous, ils venaient vous aider de telle sorte à ce que vous puissiez les accueillir sans que ce soit trop problématique pour vous. Donc, comment éviter, par exemple, les déjections et des choses comme ça. Donc, il y avait toutes sortes de petites technologies qui étaient mises à la disposition des habitants pour pouvoir accueillir les hirondelles, qu'elles puissent continuer à venir nidifier
qu'elle puisse continuer à nidifier sur les façades, par exemple, sans complètement abîmer la façade des gens. Et là, je pense que c'est très intéressant, c'est de faire des enquêtes de ce type-là. Donc, c'est une réponse très pratique que je vous donnerai. C'est d'abord remettre tout le temps en cause la question de l'hospitalité, sans nécessairement s'en débarrasser, mais se dire qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'on est hospitalier. Et deuxièmement, enquêter sur les diverses manières, parce que je pense que ces enquêtes vont produire des choses très riches. Merci. J'avais une question autour du récit. Pardon. J'avais une question autour du récit. Tout à l'heure, vous parlez d'une posture telle que l'anthropologue ou l'éthologue, etc. Et donc, est-ce que raconter à plusieurs voix est une manière de donner à voir le réel et de le penser aussi? Et du coup, qu'est-ce que ça apporte pour vous d'avoir cette polyphonie de regard pour raconter justement quelque chose? Alors, il me semble que l'avantage de la narration, c'est qu'elle autorise la polyphonie, et donc de raconter des histoires plutôt que des enquêtes avec un point de vue ou un point de vue, voilà. Alors, je vais dire que si moi, alors j'ai commencé des récits de fiction il y a peu, mais je me rends compte si je relis certains de mes travaux, pas tous. Mais par exemple, quand je raconte l'histoire de mon enquête de Cratéropécaillé dans le désert, en fait, j'ai essayé de constituer un récit polyphonique parce que c'était exactement ce que la situation requérait. Alors, je vais dire ce que la situation requérait. C'est que j'ai eu une chance extraordinaire au moment où j'étais sur le terrain, où j'accompagnais l'ornithologue dont j'avais lu les articles pour observer ces oiseaux. C'est qu'il y avait en même temps sur le terrain d'autres ornithologues qui n'avaient pas du tout les mêmes façons de voir les choses. Et quand je dis façon de voir les choses, c'est littéral ce que je suis en train de vous dire. Ils ne voyaient pas la même chose. Donc, si par exemple, j'allais avec eux, je leur disais, qu'est-ce que tu vois? Ils ne voyaient pas la même chose que ce que Zahavi m'avait dit voir la veille. Et c'était tout aussi plausible hein, comme histoire. Je veux dire, ce n'était pas parce qu'il y en a un qui est aveugle et l'autre qui fantasme, c'est simplement parce que le fait de faire attention à certaines choses, de mettre les événements dans des liens de causalité différents et tout, vous pouvez avoir de tout à fait autres histoires. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez pu voir que les moutons faisaient attention d'aller sur tel arbre et pas sur tel autre, et puis à un moment donné, vous avez dû faire attention à certaines choses. Voilà, que ce n'est pas n'importe quel arbre et pourquoi cet arbre-là, qui est moins bien pour la protection, mais qui permet à tout le monde d'être ensemble, qui permet de ne pas exclure. Bon, ça, c'est ça, finalement, créer des liens qui font qu'on va voir certaines choses. Peut-être que si moi, je vous avais accompagné, je ne suis pas une très, très bonne observatrice, je n'aurais peut-être pas vu ça du tout. Je n'aurais pas remarqué que l'arbre n'était pas le même. Pour moi, un arbre, c'est… Voilà, j'aurais regardé son feuillage, j'aurais regardé autre chose, mais je n'aurais pas pensé du tout que tel arbre importe plus qu'un autre. Et donc j'avais utilisé volontairement, et encore, je dis volontairement, c'est plutôt délibérément, des récits polyphoniques parce que ça me permettait de mettre en scène le fait que cet oiseau existait dans une pluralité de récits. Bien que je n'ai pas du tout tenté de raconter le récit du point de vue de l'oiseau. Je me suis contentée de dire, quand je vais avec Ronnie, voilà ce qu'on voit, quand je vais avec John, voilà ce qu'on voit, quand je vais avec Zahavi, voilà ce qu'on voit. Et pour moi, ça avait été, alors c'était une technique d'intéressement. Vous savez, si vous essayez d'intéresser des lecteurs et de vouloir les rendre un peu sensibles moi j'avais été, pourquoi rendre sensible cet oiseau? En fait, quand j'avais lu les premiers travaux, je m'en foutais, moi, de cet oiseau. Il était juste amusant quand je l'avais lu dans la littérature. Puis quand vous allez le voir sur le terrain, ça doit être la même chose avec vos béliers. Vous allez le voir sur le terrain, puis d'un seul coup, il n'est plus seulement amusant, il est passionnant, vous y êtes attaché. Quand vous allez quitter le désert, vous dites merde, je ne verrai plus des cratéropes, je ne sais pas si j'en reverrai dans ma vie. Parce qu'à ce moment-là, ils sont devenus des personnes pour vous. Je veux dire, il y a eu une rencontre. Et ça, c'est intéressant, c'est que le fait que vous commencez à être attaché, ben, vous vous dites que vous avez envie que d'autres soient aussi intéressés. Et puis vous vous rendez compte que votre curiosité, c'est vous avez envie que d'autres trouvent aussi ça merveilleux, curieux, intéressant, passionnant et tout. Donc, il y a une stratégie narrative, c'est-à-dire une stratégie que si j'avais simplement fait un livre en disant le Cratéropécaillé relève du genre des Turdodei squamiceps, il pèse à peu près, c'est un petit oiseau cryptique, il se nourrit de ceci et de cela, et je pouvais continuer en disant la théorie de la sociobiologie l'explique comme ceci, et voilà, bon, personne ne m'aurait lu, ou alors c'est vraiment des obstinés, voilà.
Par contre, si j'ai commencé à raconter, voilà, je suis avec Xavi, voilà ce qu'on voit, et le lendemain, je suis avec John, voilà ce qu'on voit, je savais que j'allais rendre mon lecteur attentif et qu'en plus, j'allais pouvoir créer des effets de contraste. C'est-à-dire que la polyphénie, ça vous permet de créer des effets de contraste. Ça, c'est le premier point. Et donc, ça veut dire d'avoir une pluralité de modes d'être qui peuvent aussi, je trouve, créer un effet d'incertitude. Alors, quel est l'effet d'incertitude? C'est que vous ne savez plus très bien quel est le vrai oiseau. Est-ce que c'est l'oiseau de John? Est-ce que c'est l'oiseau de Xavi? Est-ce que c'est l'oiseau très sociobiologisé de John? Est-ce que c'est l'oiseau très compétitif de Ronnie? Est-ce que c'est l'oiseau très coopératif? Là, je vous décris un peu la multiplicité des manières d'être du cratérope selon la grille d'interprétation qui prête à prêter attention à certaines choses et pas à d'autres, ou à les lier autrement. Donc ça, c'était une première chose. C'est de créer un sentiment d'incertitude en disant, nous n'épuiserons pas les manières d'être. Et ça, je trouve que c'est... Je vous dis ça rétroactivement, n'espérez pas que j'ai pensé ça au moment où j'écrivais le cratérope. Moi, j'ai écrit simplement très intuitivement, mais je pense que les bonnes cuisines, elles se font aussi en tapant le sel sans le peser. Je vais dire simplement, voilà, et puis on goûte, voilà, et on goûte, et quand on se met à goûter son propre texte, on peut penser, et on le fait goûter à d'autres aussi, parce que j'ai toujours été extrêmement relu. Donc le récit polyphonique, multiplier les versions, un thème que j'ai travaillé par après. Qu'est-ce que c'est qu'une version? C'est une histoire qui supporte la coexistence avec d'autres histoires contradictoires et qui ne demande pas qu'elle soit éliminée pour pouvoir exister. C'est ce que j'appelais moi le thème. Je dis le thème, mais il existe et il dit je suis la vérité et les autres doivent être éliminés. Une version accepte la coexistence. Deuxièmement, la polyphonie vous permet de faire des contrastes. Tiens, c'est bizarre, le cratérope, il est plus intéressant avec Xavi qu'avec John. Il est plus intéressant avec Ronnie qu'avec John, mais quand même moins intéressant qu'avec Xavi, parce qu'il a moins de compétences. Ce n'est pas pour ça qu'il est plus vrai. Mais voilà, qu'est-ce que ça donne un cratérope plus intéressant? Deuxième intérêt, c'est de créer des effets de contraste et de friction. Et le troisième intérêt, et là, je l'ai découvert alors dans la narration fictionnelle, qui n'était pas exactement dans cette histoire de cratérope. Donc, bien que la certitude faisait partie de la détermination et le non-épuisement des manières d'être me semble essentiel et crucial pour dire il y a encore plein de choses à savoir. Et ce n'est pas sur le mode des scientifiques qui disent il y a encore plein de choses à savoir, mais avec de nouvelles technologies, vous savez comme les scientifiques vous font le coup. Il y a encore plein de questions, mais nous sommes sûrs que dans une belle idéologie du progrès, vous avez dans peu de temps, on va certainement les résoudre. Non, c'est une vraie incertitude, c'est-à-dire ce sera inépuisable parce que c'est ainsi que les manières d'être des autres êtres sont inépuisables à nos yeux, parce que nous ne serons jamais, et même pour les humains, ça fonctionne aussi. Et à un moment donné, quand je me suis lancée dans la narration plutôt fictionnelle, si je peux en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Donna Haraway il y a 2 jours, et c'est en discutant avec elle que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la fiction? Eh bien, on assume de pouvoir par moment affirmer des choses avec lesquelles soi-même on n'a pas envie d'être engagé. Alors, dans l'autobiographie d'un poulpe, par exemple, qui est quand même le truc le plus clair, je dis à un moment donné que les Ulysses, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que ça va être trop long, mais que la communauté qui décide de vivre en symbiose avec le poulpe est persuadée que les poulpes croient en la métempsychose. Donc, je ne dis même pas que les poulpes connaissent la métempsychose, qu'ils sont métempsychotiques, je ne sais pas comment on devrait dire, mais je dis la communauté des Ulysses pense que les poulpes croient en la métempsychose. Moi, je n'ai aucune confiance dans la métempsychose et je pense en plus que c'est une croyance qui n'est pas très, dans le cas des poulpes, c'est une croyance qui n'est pas très cohérente avec ce que sont les poulpes. Parce que la croyance en la métempsychose, c'est-à-dire la croyance que vous allez revenir identique à ce que vous étiez dans une vie antérieure, elle demande quand même que vous ayez une notion de l'individualité qui est quand même assez solide. Je vais dire, redevenir comme le même individu avec la même mémoire, ça veut dire que vous avez une conception de l'individu comme bien fermée sur lui-même. Hein, c'est-à-dire un individu, une personne qui reste constante depuis. C'est toute une conception de la subjectivité. Hein, une personne qui reste constante de son début de vie jusqu'à sa mort, qui est une personne bien unifiée, bien identifiée, qui peut dire je. Or, j'affirme que les poulpes, par exemple, ne pourraient pas dire je. Donc, la métempsychose est-elle compatible avec ce que j'affirme des poulpes, est-ce que les scientifiques me font penser que vivent de la manière d'être des poulpes? Moi, je ne peux pas y croire trop. Donc, ça me permet
de faire entrer en récit de manière extrêmement convaincante des choses auxquelles moi je n'adhère pas du tout, mais qui me semblent intéressantes pour permettre à ce récit de dire certaines choses et de fabriquer certaines choses, et notamment de poser la question, par exemple, de l'extinction et du rapport que nous pouvons avoir avec l'extinction. Puisque c'est ça l'idée d'introduire de la métempsychose, c'était de repenser la question de l'extinction sous un mode tout à fait différent de la manière dont elle a été posée, puisque c'est tout ce livre, les 3 nouvelles, en fait, c'est ça, c'est poser la question de la mort des animaux, des extinctions, de ce qui nous arrive avec eux, de la manière dont on cohabite avec eux, de la manière dont on les envahit, à qui appartient la terre, etc. C'était toutes ces questions-là qui traversaient ces nouvelles. Mais la question de la mort, elle est présente pratiquement du début à la fin du livre. Et donc, la métempsychose, c'était une façon de retourner sur un mode un peu ludique la question, mais moi-même, je ne serais pas, en tant qu'auteur, je ne suis pas d'accord avec les Ulysses. Et ça, c'est absolument fabuleux dans un récit de fiction, c'est que vous pouvez vous engager très sérieusement et donner les meilleurs outils à vos personnages si vous en êtes capable. Bon, on essaye d'en être capable, pour qu'ils puissent défendre une conception que vous-même, vous ne pourriez pas défendre. Ça introduit plutôt bien la dernière question qu'on voulait vous poser, qui est très reliée avec ce que vous venez de dire sur la relation interespèce. Et vous venez de parler justement de votre dernier ouvrage, dans lequel les pêcheurs découvrent le manuscrit d'un poulpe, et vous racontez, pour revenir un petit peu en arrière, comment les scientifiques analysent ce texte, le traduisent, et on arrive à la conclusion suivante. On voit ce que les mots veulent dire, mais le texte en lui-même ne signifie rien. Et nous, en tant que designers, on est souvent confrontés à cet exercice de compréhension et de traduction d'un terrain dans un souci d'inclusivité. Pour faire écho à ce que vous venez de dire, comment est-ce que vous utilisez la fiction et comment peut-elle nous aider, nous, à travailler sur l'élaboration d'un langage commun? Donc là, c'est un peu un paradoxe avec ce qu'on vient de dire précédemment, mais sur la question du langage commun, cette fois-ci. J'aurais envie de vous renvoyer d'abord la question. Est-ce que vous... Donc, oui, non, mais attendez, je ne vous fais pas le code du psychanalyste du rabbin, mais parce que je trouvais, voilà, votre question, elle était très abstraite par rapport à vous-même. Et donc, je me disais, mais est-ce que vous pourriez me donner un exemple où vous confrontez? Redites-moi un peu la question, parce que je n'arrive plus à pointer. La question, c'était comment la fiction peut-elle nous aider à travailler sur l'élaboration d'un langage commun? Donc, oui, mais ça, c'était. Mais avant la question, vous étiez vous-même en scène, et vous étiez impliqué. C'est cette implication-là que je voudrais. Pardon. Et je disais qu'effectivement, en tant que designer, on était souvent confronté à cet exercice de compréhension du terrain dans un souci d'inclusivité. À savoir comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut comprendre les différents acteurs d'un territoire pour pouvoir ensuite les intégrer dans une solution à un problème donné ou un problème posé que nous serions à même de travailler. Très bien, c'était ça que je voulais. C'était ça que je voulais. Eh bien, dites-moi un exemple où vous avez été vraiment mis en difficulté sur cette question-là, par exemple. Et je ne vous renvoie pas la question à vous, je vous renvoie la question à tous ensemble. Un moment où vous avez été mis en difficulté, et puis en parlant peut-être d'un moment où vous avez vous pourriez être fier d'avoir résolu cette difficulté. Je voudrais que vous me donniez des exemples. On a encore un peu de temps, hein, je pense. Françoise, dites-moi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous allez peut-être avoir d'autres questions. Alors, mais je vous laisse réfléchir 2 minutes. Hein, on n'a pas. Un silence, vous savez, n'est jamais effrayant si on n'en a pas peur. Vous pouvez en discuter entre vous aussi, hein, ça vous aidera. Mais surtout, vous en avez parlé. Vous avez certainement évoqué des questions entre vous quand vous avez préparé des questions. C'est le moment où est-ce qu'on peut utiliser un nombre d'efficace pour permettre Moi, je me souviens que quand je suis arrivée à l'ENSI, j'avais un projet sur la crèche. C'était avec la mairie de Paris et il fallait imaginer du mobilier pour un enfant. Et c'est vrai qu'on se retrouve amené à observer un public qu'on n'est plus et qu'on ne se souvient plus d'être. Et donc, comment on trouve une solution juste, justement, et se mettre dans la peau d'un enfant, en fait. Et on interprète ses besoins, on lit des écrits sur la motricité, enfin, sur plein de manières d'agir avec son environnement,
on ne dit pas l'environnement, son milieu peut-être. Mais voilà, en fait, du coup, c'est des suppositions et on a ce travail de terrain, mais il y a quand même une légitimité à avoir de trouver la bonne réponse, la bonne recette. Et si j'imaginais, par exemple, de reprendre votre façon de dire, et que je disais, mais vous avez raison, vous étiez avec un enfant dans un environnement. Et ce que vous vouliez peut-être faire, c'était transformer un environnement en un milieu. Ouais, par exemple. Hein, si on prend la question comme ça, hein, vous étiez avec un enfant dans un environnement, parce que c'est souvent conçu comme un environnement, hein, qui ne se blesse pas, etc. Voilà. Et qu'à un moment donné, vous disiez, tiens, mais qu'est-ce que ça pourrait être un milieu pour un enfant? Voilà. Qu'est-ce que ce serait un milieu? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait permettre à l'enfant, je ne sais pas, de se transformer, voilà, de faciliter les interactions sociales, voilà. Donc, et puis, quelle conception on a de l'enfant, une fois aussi qu'on commence à faire du design pour un enfant? Parce que et est-ce que ces conceptions qu'on a, est-ce que le designer ne devrait justement pas les remettre en cause? Est-ce que ce n'est pas là aussi où la question, d'une certaine manière, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes pas dit, tiens, il y a ici quelque chose qu'on attend d'un enfant et c'est peut-être pas moi ce que j'attendrais d'un enfant. Il me semble qu'on est en train de louper. Est-ce que ça vous est arrivé, ça, par exemple? Ouais, personnellement, j'ai fait un contre-projet, c'est-à-dire qu'au lieu de répondre à la demande de faire du mobilier, je leur ai dit, mais tout simplement, il faut les laisser libres dans la crèche et du coup, décloisonner complètement et le laisser manger de la terre s'il a envie de manger de la terre et arrêter de jouer la sécurité parce qu'il faut jouer la sécurité avec un enfant. Donc, moi, ça a été ma réponse, mais ça a été une réponse, une contre-solution finalement. Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui. Et par exemple aussi quelque chose qui m'a toujours épaté moi dans l'éducation des petits, c'est l'empressement qu'on a à les rendre autonomes. Et moi ça m'a, je veux dire, je me disais mais pourquoi vouloir les rendre autonomes quoi? C'est qu'on puisse les rendre, voilà. Pourquoi vouloir à tout prix? Parce que ça facilite la vie de tout le monde. Une fois que votre enfant est propre, ça facilite votre vie, ça vous coûte moins cher en couche. Une fois qu'il attache lui-même ses lacets, ça vous évite de devoir le faire, etc. etc. Mais est-ce que cet empressement… Et donc, je me disais, tiens, est-ce qu'on penserait à un mobilier qui ne devrait pas nécessairement miser sur l'obligation des enfants d'être autonomes, mais leur ouvrir la possibilité de le devenir si d'une certaine manière, ils se sentent bien avec cette idée-là. Et quel serait le mobilier, par exemple, qu'on devrait imaginer qui permettrait à l'enfant de dire « j'ai pas envie d'être autonome ». Et si je vous parle, c'est parce que moi-même, comme ancien enfant, on m'a rendu très vite autonome et tout le monde était persuadé que j'étais une enfant très autonome. Et en fait, moi, je n'avais pas du tout envie d'être autonome. Je trouvais que ce n'était pas une bonne idée. Moi, je crevais d'envie qu'on s'occupe de moi, qu'on fasse tout pour moi. Et personne ne le faisait parce qu'ils étaient persuadés. Et ça a fait des belles catastrophes, mais vraiment des belles catastrophes par moments. Parce que je ne l'étais pas et qu'on continuait à me voir comme un être autonome. Et ce forçage à l'autonomie des enfants, par exemple, ce qui est une espèce de grandeur, vous savez, de dignité de l'homme des modernes, hein, on rend les enfants le plus autonomes possible. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme mobilier qui ferait que les enfants qui n'ont pas du tout envie d'autonomie, qui ont envie qu'on s'occupe un maximum d'eux, puissent d'une certaine manière avoir une prise pour l'exprimer et que ce ne soit pas du tout un problème et que ce ne soit pas un problème non plus pour ceux qui s'en occupent, de telle sorte que ce ne soit pas une surcharge de travail pour les personnes qui entourent cet enfant. Enfin, tous ces trucs-là. Tout ça, voilà. Donc, là, vous avez ouvert la voie, il me semble. Et vous avez ouvert la voie aussi en disant, s'ils veulent manger de la terre, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas la première fois qu'un enfant mangera de la terre. Il faut voir quelle terre. Il faudra prévoir quand même une terre qui ne soit pas celle qui entoure certaines villes flamandes pour le moment où on découvre un grand scandale, que toutes les terres sont contaminées dans des rayons de kilomètres et de kilomètres. Je ne sais pas, mais je n'ai pas vraiment répondu à votre question, évidemment. Mais je pense que je n'ai pas de prise sur ce type de questions. Tout ce que je peux faire, c'est de vous encourager, vous, à dire, mais tiens, mais quand on est dans une situation, c'est quoi une réussite où on sent qu'on a en effet pris en compte des dimensions de la situation auxquelles on n'était pas attentif auparavant. C'est peut-être ça, en fait, le truc. C'est comment est-ce qu'on se rend attentif à certaines dimensions de la situation qu'on ne voyait pas ou qui n'étaient pas perceptibles. Et comment est-ce qu'on arrive à convoquer ceux qui pourraient vous y rendre attentifs. C'est peut-être en multipliant, en effet, ça c'est le nouveau livre de la polyphonie, en multipliant les enquêtes autour de la situation.
Et je ne sais pas s'il y a une situation ou une autre situation où vous avez eu cette prise et vous avez soit eu des difficultés, soit rencontré une réussite pour l'un d'entre vous. Alors moi, je me permets de reprendre la parole pour recontextualiser un petit peu. Effectivement, dans le projet que je vous présentais tout à l'heure sur les plantes et notre capacité à les exploiter en imaginant pouvoir stocker des données dans celles-ci dans un futur plus ou moins proche avec les technologies actuelles. En fait, moi, je me suis confronté à la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait leur donner la parole et comment est-ce qu'on pouvait du coup les écouter, les entendre et avoir leur avis sur cette question, puisqu'au final, on leur impose en fait un raisonnement et une façon de faire dans une idée et dans une volonté en fait extractiviste parfois. Et du coup, là où je faisais le parallèle un petit peu avec votre façon de voir les choses, c'était sur l'utilisation en fait de la fiction comme étant un discours potentiel qui puisse non pas les faire parler à notre place, mais comment est-ce que cette imagination que vous travaillez peut-elle nous permettre de mieux prendre en compte en fait ces autres êtres qui nous entourent et auxquels aujourd'hui nous n'avons pas les moyens de donner la parole et de discuter. Si on a les moyens. Alors, je vais vous dire, pour moi, l'imagination, ça va paraître bizarre, mais c'est une somme folle de travail, mon imagination. Je vais dire par là, c'est une somme folle de travail, l'imagination. Moi, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement imaginatif, quoi qu'on dise le contraire. C'est simplement que je suis assoiffée de curiosité et que donc, quand je m'intéresse à un sujet, j'essaye de lire le plus possible, d'aller voir le plus possible. Et une fois que j'ai plein de choses fiables dans ma besace, à ce moment-là, l'imagination, elle peut se déclencher. C'est plus j'en sais, plus je serai imaginatif. Je penserai par exemple au travail de Natacha Meyers dans votre cas. Pourquoi? Parce que Natacha Meyers s'interroge justement comment est-ce qu'on fait parler des plantes. Et donc, ça, c'est intéressant. Vous avez eu le travail aussi de Mancuso en Italie, que vous connaissez peut-être déjà, qui a fait tout un travail qui est un petit peu hors des clous, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui n'aiment pas trop ce qu'il fait, parce que justement, il sort un peu des sentiers battus. Il y a le travail d'Emanuele Coccia, d'un point de vue plus spéculatif. Mais alors, j'adore Emanuele Coccia, etc., mais je ne commencerai pas par lui, parce qu'Emmanuel, il a un tel pouvoir conceptuel que par moment, on ne voit plus très bien le lien avec ce qui la nourrit. Donc, moi, je commencerai d'abord par lire. Et donc, si je devais faire un travail comme ça, je commencerai par lire tout ce que les scientifiques. Et je ne prendrai pas les plus chiants, voilà, soit clair. Je ne prendrai pas ceux qui sont au ras des pâquerettes, pour le dire tranquillement. Par contre, Natacha Meyers, il y a tout un travail spéculatif, sensuel, etc., de voir mais comment est-ce qu'on peut communiquer. Donc, elle travaille plutôt comme anthropologue et philosophe, mais c'est une biologiste de formation. Hein, elle travaille sur la structure des protéines. Elle avait fait un travail d'anthropologie dans un laboratoire sur la structure des protéines. Comment est-ce qu'on arrive à la voir en 3D alors qu'en fait, nos appareils ne nous la donnent qu'en 2D. Donc, comment est-ce que les chercheurs arrivent à recomposer en 3D ce qu'ils n'auraient donné par leurs instruments qu'en 2D. Et elle va raconter, par exemple, des choses très jolies dans ce travail qui n'a jamais été traduit en français, que les scientifiques, en fait, ils dansent. Ils imitent eux-mêmes la manière dont les molécules s'agencent et ils sentent dans leur corps est-ce que ça pourrait tenir comme forme ou pas. Donc vous voyez, c'est un beau travail. Et puis maintenant, elle est à fond. Et donc, vous regardez sur Internet, Natacha Meyers, on avait publié un petit livre en français d'elle, mais qui ne concerne pas les plantes, mais qui concerne les orchidées, où elle a fait un travail avec Carla Hustack sur Darwin, le ravissement de Darwin. Alors, ce n'est pas là où vous irez trouver le maximum, sauf qu'elle commence à parler déjà de sensualité. Elle commence à travailler, à parler de… Voilà. Alors, là, ce livre-là, je trouve qu'il est très intéressant parce qu'elle nous engage à rompre avec une vision très économique des relations entre les êtres pour privilégier une relation de sensualité. Donc, alors, la vision économique, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce que le bourdon pardon, pas le bourdon, l'abeille mâle qui va butiner la fleur, en fait, elle n'a aucun avantage parce qu'elle essaye de copuler avec l'orchidée, mais évidemment, ça ne produit pas grand-chose, sauf pour l'orchidée, et en même temps, elle n'en retire aucun nectar. Donc, visiblement, elle se fait avoir sur toute la ligne. Et donc, c'était pour les écologistes de la chimie, les écochimistes, etc., c'était un mystère en disant, mais comment se fait-il que les abeilles mâles ont survécu alors qu'elles
se font systématiquement avoir. Alors, donc, vous avez plusieurs réponses disant elles ne sont pas si à voir que ça, donc ce n'est pas trop coûteux. Et donc, c'est des analyses de coût-bénéfice. Et elles vont là, dans ce travail, rompre avec l'idée du coût-bénéfice, essayer de parler, mais non, mais peut-être que c'est très agréable pour une abeille mâle de copuler avec une orchidée. Ce sont des relations sensuelles. Et puis, ben voilà, ça se passe. Et qui est de l'utilité pour l'orchidée, ça fait partie aussi du package, on pourrait dire. Et puis maintenant, elle travaille donc plus sur les relations avec les plantes. Elle fait des promenades en forêt, elle fait des expérimentations, elle fait des performances et tout. Et je trouve que ce serait très intéressant de lire et les scientifiques et Natacha Meyer. Et une fois que votre besace sera bien remplie, croyez-moi, l'imagination, vous devrez même la cadenasser pour qu'elle n'aille pas trop loin. Merci. Donc, on va peut-être essayer de passer aux questions du public. Alors ça, je ne sais pas comment on va faire, parce que pour garder... Vous pouvez m'aider pour ça? Merci. On va voir quelles sont les questions qui sont posées dans le public. Alors, je ne sais pas s'il y a un chat. Il y a un chat, mais il n'y a rien jusqu'à présent. Normal, puisque personne ne s'en est autorisé. Alors, Maintenant, c'est possible. Ça, c'est un ordre. Posez vos questions. C'est une invitation. C'est une invitation. c'est ça. Y a-t-il des questions? C'est pas président, ça non plus. Alors, Il y a une personne. Il y a des questions derrière, là. Je Voilà. crois qu'il y a des questions très bien. in vivo plutôt que in vitro. Bonjour, alors ça me fait une bonne transition in vitro parce que moi sur mon projet je travaille avec des micro-organismes et je me pose la question notamment je suis en stage dans un laboratoire là, pour imaginer un projet autour de ça et le laboratoire disons c'est très carré dans des boîtes rondes etc. Et je me suis posé la question justement de l'habitat de la bactérie et quelle maison on lui donne dans un contexte scientifique. Et la question de la sensibilité, elle est importante parce qu'une bactérie, c'est le niveau de sensibilité minimum, quoi. Enfin, ça détecte un attractant. Et donc, est-ce qu'on peut, selon vous, étendre cette question de la sensibilité à des organismes qui ont un niveau proche de rien, quoi. Voilà. Alors, je ne connais pas bien, moi, les bactéries, je dois dire. Enfin, je les connais comme chacun, j'en ai plein dans mon corps et tout, mais je n'ai pas une connaissance scientifique très approfondie. Mais je pense que la question de la sensibilité, c'est vraiment quelque chose qui est souvent, et si vous posez la question, c'est que vous en êtes relativement conscient. Je pense qu'il y a un piège dans la question de la manière dont on pose la question de la sensibilité. On la pose en termes de plus sensible et moins sensible. C'est sans poser la question de savoir, mais sensible à quoi? Et je pense que je trouve que c'est très joli de poser d'abord la question de l'intelligence animale qui a complètement bloqué, sur laquelle on reste bloqué très souvent. Un animal est intelligent ou n'est pas intelligent, mais c'est une question finalement qui vise à les hiérarchiser en fonction de nos conceptions et de notre manière, nous, d'être sensibles et insensibles. Donc déjà, poser la question de la sensibilité, je trouve que c'est une très jolie question parce qu'en fait, plutôt que de décrire les animaux par leur intelligence, c'est plutôt les décrire par à quoi sont-ils sensibles. Je vais dire les béliers, par exemple, qui sont des animaux réputés, les moutons qui sont réputés pour être pas très intelligents, ben, en fait, ils ont des modes de sensibilité qui fait que, par exemple, ils vont choisir un arbre et pas un autre. Et ça, c'est très joli. Ce sont des modes de sensibilité collectifs ou prêter attention aux autres comptes et des choses comme ça. Et donc, quel serait le mode de sensibilité? Quels sont les modes de sensibilité des bactéries? Je trouve que c'est une question intéressante. Mais ça, c'est pas, je veux dire, on ne peut pas la poser comme ça in abstracto. C'est en allant étudier Alors, il y a un travail, moi, que j'aime beaucoup sur les bactéries. C'est le travail de l'anthropologue Charlotte Brive, qui fait tout un travail de recherche sur les phages, notamment. Et qui, donc, de son travail, je trouve, donne une portée et une pertinence aux interactions multiples
et intéressante des bactéries. Et donc, je pense que dans ce travail-là, vous allez trouver des choses très intéressantes. Donc, Charlotte Brief, qui est une anthropologue française, je ne sais pas si vous la connaissez déjà, mais ça vaut vraiment la peine d'aller chercher de ce côté-là. Et puis, il y a évidemment tous les travaux que vous connaissez certainement de Lynn Margulis, qui a donc repris la question. Voilà, je vois un tout petit morceau de votre barbe qui s'agite dans le sens de la question. Oui, effectivement. Voilà. Mais du côté francophone, moi, j'irai voir du côté de chez Charlotte Brief parce qu'elle s'intéresse beaucoup à la manière dont les humains scientifiques entrent en interaction avec les bactéries et ce qu'ils font et comment donc, d'une certaine manière, leur recherche va redéfinir et reconfigurer aussi. Donc voilà. Donc je ne peux pas vous répondre plus que ça, si ce n'est vous orienter vers des gens qui connaissent. C'est déjà très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, il y a une nouvelle question de Frédéric Pascal au sujet des huîtres. Alors, il pose d'abord une question un peu naïve en se demandant pensez-vous que l'on peut écouter les huîtres? Donc, effectivement, il est conscient qu'on peut écouter les huîtres. Mais ce qu'il veut dire, c'est que les manifestations, qu'est-ce que ces manifestations peuvent signifier, d'après vous? Les manifestations des huîtres. Je peux même prendre la parole si vous voulez. Ah ben voilà, ce sera très bien. Je peux même me montrer pour la politesse. Bonjour, donc ça paraît un peu. Enfin, je sais qu'à vous, ça paraîtra peut-être une question un peu moins idiote que ça pourrait le paraître à beaucoup. Donc, je m'intéresse ici aux huîtres, au comportement des huîtres. Je veux dire aux huîtriers, on va dire ceux qui s'occupent des huîtres. Et puis, vous savez que maintenant, les huîtres, on les altère beaucoup. C'est des êtres, en grosse partie, on pourrait dire, artificiels, avec les naissins, et puis, donc, il y a toutes ces... Il y a les triploïdes, les diploïdes. Donc, vous voyez, ces modifications. Il n'empêche que dans les exploitations, donc, ils utilisent, si on peut dire, à la fois les diploïdes et les triploïdes, et on remarque des sensibilités au milieu, des fragilités particulières des triploïdes, de telle sorte qu'il faut les muscler. Tout ça, je pourrais apporter des précisions si vous en demandez, mais je me demandais, est-ce que effectivement, il est possible, ce que ne m'ont pas manifesté les personnes avec lesquelles j'ai été faire la marée, des interactions avec des huîtres, des interactions intelligibles, comment je veux dire. Nous, on peut comprendre quelque chose si leurs signes peuvent être considérés comme significatifs. Oh là, vous me demandez quelque chose à laquelle je ne peux vraiment pas répondre facilement. Parce que d'abord, je connais vous savez, moi je ne suis pas une vraie ethologue, je dois le rappeler, donc ça veut dire que ma connaissance du monde animal, elle est de seconde main. Et donc ça veut dire qu'en tant que seconde main, eh bien, je connais certains animaux d'après ce que les scientifiques en racontent, et les huîtres, je dois dire que je ne connais pas très bien. J'ai lu bien sûr l'article presque pionnier de Michel Callon, et je ne sais plus sur les huîtres de la baie de Saint-Brieuc, si mes souvenirs sont bons, et encore c'est un très vieux souvenir pour moi. Mais la question de la sensibilité des huîtres, je crois que c'est plutôt sur les coquilles, non, que sur les huîtres. Oui, en plus. En plus, c'est pas le même animal. Pourquoi c'est pas le même animal? Parce que c'était des huîtres dont il parlait, non? Non, il parlait des coquilles, c'est des coquilles Saint-Jacques. C'est vrai, c'est des coquilles Saint-Jacques en plus. Vous avez raison, madame. Vous voyez, c'est ma mémoire qui m'a trahi. Donc voilà. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Oui, merci. Et donc, je ne sais pas très bien. Je trouve que la question, elle est intéressante, mais elle est aussi très poétique comme question. Je vais dire par là que soit vous allez voir, je suppose que vous l'avez fait, aller voir les scientifiques et aussi parler avec les gens qui s'occupent de l'élevage de ces huîtres sous des formes d'évolution assistée, si j'ai bien compris. Parce que oui, j'ai fréquenté surtout les deuxièmes, oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est avec eux éventuellement que vous apprendrez des choses. Moi, je ne peux rien vous dire de plus que si ce n'est. Alors, j'ai l'impression d'envisager quel est le répertoire de termes qu'ils utilisent pour parler de cette sensibilité, par exemple. Quels sont les mots? Mais je n'ai pas l'impression qu'ils les considèrent, justement. C'est-à-dire, c'est comme si c'était quelque chose que
qui faisait pas sens pour eux, du moins, ou peut-être ai-je pas assez titillé la question. Mais vous voyez, elles sont empaquetées, enfin, comment dire, c'est un peu. Mais je veux dire, ces données-là, elles apparaîtront si on parle en termes non pas, il ne faut pas leur poser la question est-ce que vos huîtres sont sensibles, etc., parce qu'ils vont vous regarder avec des yeux éberlués et ils n'auraient pas tort, parce que c'est peut-être pas une bonne question à leur adresser. Par contre, qu'est-ce qu'ils disent de ce qui les met en danger? Qu'est-ce qu'ils disent des conditions qui leur sont favorables? Qu'est-ce qu'ils disent? Si vous parlez de conditions Ça, qui sont favorables. Oui, ça, j'ai des renseignements là-dessus. Si vous parlez de conditions favorables à l'huître, ça veut dire qu'ils vous disent tiens, elles sont sensibles à ça. Donc, je vais dire, chaque fois qu'ils vous parleront de ce qui menace une huître, de ce qui l'a fait se détériorer, de ce qui l'a fait ce qui la met en danger, ce qui lui permet de bien s'oxygéner, ce qui lui permet de grandir, etc., ben, vous avez un répertoire de sensibilité puisqu'ils vous décrivent. Non pas, il ne faut pas partir du sujet dans ces cas-là, parce que c'est une mauvaise prise, parce que ça donne trop d'autonomie aux huîtres, ça donne trop d'agentivité aux huîtres. En revanche, vous donnerez pleinement de l'agentivité aux huîtres en parlant de, tiens, qu'est-ce qui les affecte? Mais c'est ça la sensibilité. Par quoi une huître est-elle affectée? Et donc là, vous voyez un peu tout le répertoire de ce qu'ils vous disent, de ce qui affecte les huîtres. Et bien, vous aurez le répertoire reconnu de sensibilité chez les huîtres. Non, mais oui, d'accord. Bon, là-dessus, mais j'étais en partie, en bioacoustique. Je me demandais s'il y avait des travaux de bioacoustique là-dessus. Je n'ai pas vraiment trouvé. En fait. Mais là, je crois qu'on reste entier. Oui, ça reste entier. Bon, merci. Maintenant, il y a une question de Lisiane Lagadic. Lisiane, veux-tu poser la question ou préfères-tu la relais? Oui, je peux prendre la parole. Bonjour à tous. Vous évoquiez effectivement des relations de voisinage complexes, voire conflictuelles. Avez-vous connaissance ou déjà travaillé des dispositifs pour faciliter justement des cohabitations en fait parfois compliquées dans vos travaux? Dans mes travaux, j'ai pas beaucoup rencontré. Alors, je me souviens simplement d'une histoire avec des corbeaux freux où en effet la cohabitation était devenue impossible. Mais il y a quantité de travaux qui se font et d'enquêtes qui se font pour faciliter la cohabitation, afin que ce ne soit pas trop injuste. Donc là, vous trouverez ça tout un répertoire de travaux sur les conflits. Alors, c'est du côté de Baptiste Morisot que vous trouverez des choses, par exemple. Alors, par exemple, les travaux de Baptiste Morisot, c'est quand même très important parce que ce sont des travaux sur la diplomatie. Et c'est-à-dire, lui, ce à quoi il engage, c'est d'abord trouver ce qu'il appelle des égards ajustés, c'est-à-dire avoir des égards pour les autres, pour les vivants non humains, et des égards qui seraient ajustés, c'est-à-dire il ne s'agit pas de leur donner une totale priorité, souvent au détriment, une décision qui viendrait de l'extérieur au détriment des gens qui doivent subir ces difficultés. Et souvent, quand ils doivent les subir, c'est parce que ce sont des gens qui sont aussi souvent dans des situations qui sont elles-mêmes difficiles. Et il va parler, par exemple, d'actes diplomatiques, notamment avec le loup. C'est toute la création des biofenses. Comment est-ce qu'on empêche les loups d'aller manger les moutons? On va essayer de trouver des trucs, des ruses, c'est-à-dire des ruses dans le langage des loups. Comment est-ce qu'on empêche, par exemple, les tigres mangeurs d'hommes d'attaquer les humains qui doivent aller travailler en forêt? Il y a des trucs, des ruses, c'est-à-dire, par exemple, de se mettre un masque derrière le visage, parce que rarement les tigres n'attaquent les gens de face. Et donc, les gens, pour ne pas se faire surprendre par un tigre mangeur d'hommes, ils se mettent un masque humain derrière, ils se promènent avec un masque humain, et donc, ils sont de face en permanence. Bref, il y a quantité donc, de dispositifs qui sont mis en place pour permettre d'éviter les interactions violentes, soit permettre que les gens ne soient pas mangés, soit permettre aussi qu'on ne doive pas tuer les tigres pour éviter que les gens soient mangés. Pour les loups, idem, pouvoir cohabiter avec eux. Alors, l'histoire des corbeaux freux, souvent, c'est les effaroucheurs qu'on utilise pour les oiseaux, quand les oiseaux sont vraiment trop envahissants. Pas toujours, parce qu'il y a des manières beaucoup moins civilisées où on dessoude à tour de bras. Mais moi, j'avais rencontré cette situation dans la banlieue de Lyon, justement, non pas dans la banlieue, dans la communauté d'agglomération de Lyon. Il y avait une des communes de la communauté d'agglomération qui avait fait appel à moi à l'époque, alors que j'y connais rien du tout, parce que simplement je travaillais à l'exposition de la Grande Halle de la Villette sur Benséum, et on m'avait demandé ce que vous pouvez me conseiller. Donc, moi, je connaissais bien, mais j'avais un bon réseau pour pouvoir enseigner. Et donc, on m'avait conseillé d'appeler les effaroucheurs. Et comment l'histoire s'était passée? C'était assez joli. C'était des corbeaux freux qui avaient envahi un jardin
d'une maison abandonnée. Et comme ils y étaient très bien, ils étaient de plus en plus nombreux. Et à un moment donné, c'était devenu infernal pour le voisinage parce que plus personne ne pouvait étendre son linge dehors, plus personne. Alors, les corbeaux, ben, c'est 5 heures du matin qui se mettent en joie. Et pour les gens qui doivent se lever à 5h30 ou à 6 heures, c'est une demi-heure trop peu. Et pire encore. Et le week-end, c'était encore pire. Ce sont des cris qui sont parfois un peu désagréables pour l'oreille humaine. Ça n'a pas la même mélodie qu'un merle ou un rossignol. Bref, donc la cohabitation était devenue impossible. Donc, ils avaient demandé à la mairie d'intervenir. Et la mairie avait dit, très bien, on va vous envoyer les chasseurs, pas de problème, on va vous nettoyer, tout ça. Et les gens avaient dit, non, non, ça, on ne veut pas. Vous nous trouvez une autre solution, ce qui était très joli. Et donc, on avait fait appel aux effaroucheurs et les effaroucheurs avaient obligé les corneilles à se déplacer. Alors, je ne dis pas que c'est un acte sans violence, parce que alors, il n'y a pas beaucoup de morts dans cette histoire-là, parce que ce que font les oiseaux et effaroucheurs, c'est empêcher les corneilles de venir dans leur nid au moment de la couvaison. Donc, ils vont, en fait, c'est des corbeaux. Donc, au moment où les corbeaux, on vient avec les effaroucheurs, au moment où les corbeaux sont en train de couver, les oiseaux de proie les chassent de leur nid et les œufs sont laissés sans surveillance pendant un temps suffisamment long pour que pour que l'éclosion ne puisse pas avoir lieu. Et puis, comme les corbeaux vont essayer une nouvelle ponte, les effaroucheurs reviennent lors de la seconde ponte et généralement, c'est assez efficace. Si 2 pontes sont mises en échec, les corbeaux décident que ce n'est pas un bon endroit pour rester et vont déménager. Donc, c'est des stratégies d'exclusion et d'évacuation. Alors, elles sont très violentes parce que finalement, de nouveau, qui décide que les corbeaux… Sauf que c'est vrai qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des problèmes avec les nombres chez les animaux. Et que ça, c'est quelque chose, en effet, qui est difficile de négocier. C'est qu'à un moment donné, s'il y a quelques corbeaux, ça se passe très bien. Mais s'il y a énormément de corbeaux, on peut comprendre, en effet, qu'il y a un problème. Parce que c'est vrai que ça devient une cohabitation qui est impossible. Et donc, ça, c'est toutes des questions de régulation. Il y a plein de questions qui se sont posées aussi avec les marmottes, notamment. Tout le monde a envie de protéger les marmottes, mais les marmottes font des trous dans les terrains des agriculteurs pendant le printemps. Donc, à ce moment-là, les marmottes ne sont plus sympathiques du tout. Par exemple, ce que les écologistes protecteurs de cette région-là, je crois qu'on est dans le Mercantour, avaient fait, c'était avec des volontaires, on déménage les marmottes qui gênent, qui sont dans les champs et qui sont gênantes. Puis après 3-4 ans, on a plein de volontaires au début parce que tout le monde trouve ça amusant de déménager les marmottes. Et puis après 4-5 ans, il n'y a plus personne qui a envie de venir déménager les marmottes. On n'a plus de volontaires. Et donc, ils ont trouvé un autre système. C'était un système de contraception pour éviter que les marmottes ne se multiplient en surnom. Et il n'y a rien d'innocent là-dedans. Je ne dis pas que ce sont des bonnes solutions, mais on essaye de trouver les solutions les moins mauvaises. Voilà, je ne réponds pas exactement à votre question, mais il y a plein de choses qui sont mises en place justement pour éviter… Quand il y a des espèces qui sont problématiques, il y a des moments où, en effet, on essaie de trouver des solutions qui ne soient pas nécessairement celles qu'on utilisait au début du XXe siècle, c'est-à-dire qui étaient des solutions d'éradication totale et violente. Merci beaucoup. J'avais peut-être une seconde question, si c'est possible. J'avais une curiosité de savoir quels seraient vos prochains travaux autour justement de cette approche d'enquête que vous développez. La prochaine enquête que j'ai envie de faire, donc je réfléchis un peu à ça, c'est que pour moi, la notion d'extinction et la manière dont on la traite, malgré le travail de Tom Van Doren, qui est déjà exceptionnel et remarquable, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser les gens à la manière dont on pourrait envisager la disparition progressive, alarmante, croissante et horriblement triste de pas mal d'animaux. Et je reste un peu, je me dis, c'est pas… Je suis un peu affolée à l'idée qu'on ne fait rien. Voilà, qu'on fait un petit peu, mais on fait peu. Et je me dis, mais c'est normal qu'on ne fasse rien parce qu'on n'a pas réussi à… Je veux dire, on n'a pas absorbé le choc. On n'a pas pris conscience du choc. Ça reste très abstrait. Savoir qu'il y a 80% des oiseaux qui disparaissent ou 80% des éléphants, 80% c'est déjà mal parti. Je veux dire, ce sont des chiffres et ça n'affecte personne. Donc, comment est-ce qu'on pourrait reformuler, reconfigurer cette question de telle sorte à ce qu'elle nous touche personnellement, de telle sorte à ce que ça devienne important. Et je me disais que peut-être, mais je n'en sais rien, qu'un des moyens que j'avais envie d'essayer, simplement essayer, c'était de partir sur une enquête sur la mort des animaux familiers. Alors, pour arriver à la question de l'extinction. Et pourquoi est-ce que je pense, j'ai une intuition de ça? C'est que je vais donc enquêter, et là je vais faire une enquête un peu particulière,
parce que je vais interpeller des gens qui ont perdu des animaux familiers et je ne vais jamais leur demander ni ce qu'ils ont ressenti, ni quels ont été leurs sentiments, ni s'ils ont été tristes, ni s'ils le sont encore, parce que je pense que ce n'est pas des bonnes questions dans ce cas-ci. Qu'est-ce que j'apprendrais sinon que oui, ils sont tristes, ils sont très malheureux, et c'était horrible, c'était un drame et tout, et qu'ils ont été très peu soutenus socialement, ça, on peut le savoir aussi. C'est que je vais leur demander ce qu'ils ont fait qui leur a paru étrange dans les 15 jours qui ont suivi la perte de l'animal. Parce que je pense que la question de la perte d'un animal, c'est dans le corps, c'est le corps qui est traversé, c'est notre corps qui est pris dans le chagrin. C'est notre corps qui est amputé de quelque chose. Et si j'essaye de passer, et si je peux le dire, c'est parce que j'ai commencé cette enquête sous forme de pré-enquête, en tâtant un peu le terrain, et que je remarque que c'est ça dont les gens parlent. J'ai été ouvrir la barrière alors qu'il n'était plus là. J'ai continué à remplir son bol d'eau. J'ai entendu ses pattes, alors que j'ai cru entendre ses pattes sur le plancher. Je sentais par moments sa chaleur contre moi alors qu'il n'est plus là. Et je me dis, mon Dieu, mais c'est terrible. C'est peut-être pour ça que c'est si difficile. C'est parce qu'en fait, avec les humains, on peut continuer à mentaliser les conversations. Alors que quand on perd un animal familier, c'est vraiment un rapport exceptionnellement sensuel et corporel je pense que c'est vraiment un phénomène d'amputation d'une partie de soi. Et je me dis, c'est marrant parce que finalement, quand on pense l'extinction, et ça c'est Tom Van Doren qui m'a fait réaliser ça, on pense à une espèce de perte en termes de petits propriétaires. Nous perdons, la biodiversité diminue, nous n'aurons plus de ces oiseaux-là, un peu comme si on était propriétaire d'un patrimoine. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, cette notion de patrimoine, je dis, bon, ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On se remet de nouveau maître et possesseur de la nature. Alors que si on pouvait envisager, alors ça c'est ce que je lis moi dans le travail de Tom, c'est de dire, mais finalement quand une espèce disparaît, avant même cette disparition, qu'est-ce que ces animaux-là ont perdu? Qu'est-ce qui est perdu pour eux et pas pour nous? Et deuxièmement, qu'est-ce qui est perdu pour les autres animaux qui vivaient, qui comptaient sur eux, qui vivaient avec eux, qui comptaient sur eux? Et je me dis, ben, peut-être qu'en partant de la mort des animaux familiers, donc en partant nous-mêmes de la perte, mais d'une perte qui n'est pas une perte propriétaire, mais qui est une perte de compagnonnage, peut-être que j'arriverai progressivement à, je ne sais pas encore très bien par quel chemin, mais ça c'est l'écriture qui va me le dire, et ça c'est par l'écriture qu'on passe pour savoir comment le problème peut devenir lié à cette manière-là. Je vais essayer de faire un travail d'enquête sur la perte des animaux familiers et puis un travail d'enquête sur les manières de penser l'extinction qui pourraient nous toucher vraiment et lier les deux. Voilà un peu mes projets d'enquête. Mais ce n'est pas avant 1 an ou 2. Donc, je vais commencer probablement au printemps l'année prochaine. Parce que d'ici là, c'est un peu chaud. J'ai une question de hasard. Voilà. Bonjour, vous m'entendez? Je vous entends. Ok, du coup, comme j'ai écrit, je travaille sur l'interaction homme, humain, animal dans les maisons. Je me suis demandé tout ce que vous venez de dire, est-ce que ça s'applique dans ce contexte? Parce que je me suis dit, par exemple, le milieu, c'est un milieu un peu spécial dans le sens où l'homme, c'est le propriétaire de ce milieu. Est-ce que vous avez des remarques sur ce milieu ou bien des observations spécifiques? Écoutez, quand vous dites l'homme est le propriétaire de ce milieu, je vous dirais, et la femme aussi probablement. Et puis Oui. Une fois que je vous dis ça pour plaisanter, et puis une fois que je dis ça je plaisante parce qu'en fait, j'essaye d'amener à une non-plaisanterie. Quand on vit dans une maison, est-ce que la maison appartient aux parents ou est-ce qu'elle appartient aussi aux enfants? Je dirais les deux, moi. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus dans des questions de propriété légale, on est dans des questions d'une forme d'appartenance, mais qui serait plutôt que les gens appartiennent à la maison plutôt que la maison appartient aux gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai. Après, c'est l'humain qui met les meubles. C'est eux qui décident comment ça va être la maison. Ah, mais ça, c'est ce que vous croyez, mais moi, je peux vous dire que non. Alors, je vais vous citer les premières phrases d'un livre de Budiansky. Alors, Budiansky, je ne le connais pas par cœur, mais Budiansky, qui a écrit un livre qui s'appelle, je crois, The Truth About Dogs. Et les premières lignes de son livre, il dit quelque chose comme ça. Bon, mais les chiens, voilà, il parle des chiens et il dit les chiens ont quand même réussi cette espèce de miracle de décider à votre place de où vous allez en vacances et à quelle période, à quelle heure vous devez faire du sport, à quelle heure vous devez vous lever le matin,
et de quel meuble vous pouvez, avec quel type de meuble vous pouvez habiller votre maison, enfin meubler votre maison. Et c'est sa phrase plus ou moins telle quelle. Et puis il dit, ben voilà, on se demande qui a domestiqué qui. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il dit, les chiens finalement, c'est un peu comme ces gens qui vous volent votre portefeuille à votre nez, votre barbe, et puis à qui vous adressez quand même un sourire. Et puis il dit, et puis la réussite évolutionnaire du chien par rapport à celle du loup est quand même exceptionnelle. Donc, ils nous ont vraiment eu. Alors, là où Bidiansky, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que je dis, c'est un peu dommage de voir de nouveau ça dans des problèmes économiques, de savoir qui va avoir qui. Hein. C'est le même problème que l'abeille mâle et l'orchidée. Qui va avoir qui. C'est encore des chaînes compétitifs de l'évolution. Mais plutôt, moi, j'aime mieux penser les termes en termes de compagnonnage. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous de savoir que les parents choisissent les meubles. Et je suis d'abord parce que les parents choisissent des meubles en fonction d'abord de leurs enfants. Hein, il y a des tas de meubles que les parents, s'ils ont des enfants ou s'ils décident d'en avoir, ne vont pas adopter. Il y a des vitrines en verre, par exemple, qui sont incompatibles avec la vie d'un gamin turbulent. Donc, ça veut dire que les meubles, en fait, on les associe. Je vais dire, même si vous pouvez dire les meubles sont décidés, et il est fort probable que pas mal de maisons où la cohabitation se fait de manière, je ne dis pas égalitaire, mais quand même relativement paisible, on va dire ça, ou en tout cas, on voudrait qu'elle soit paisible, où certains meubles sont plutôt adoptés plutôt que d'autres s'il y a des présences d'animaux familiers. Ça, c'est le premier point. Et je pense que de toute façon, moi, j'ai vraiment envie de retourner votre question, de savoir que la question de l'appartenance d'une maison, c'est vraiment une question double. C'est vrai que si votre maison vous appartient, ça, c'est un problème légal, et le problème légal, il n'est pas très intéressant, d'autant plus que les chiens n'ont pas le droit à beaucoup de légalité. Ils sont peu objets de droit. Ils ont quelques droits, mais c'est vraiment limité. En revanche, pensez que c'est vous qui appartenez à votre maison et que de ce fait-là, le fait que le chien ou le chat soit présent, ou le perroquet, etc., ben, ça modifie le type d'appartenance que vous créez à votre maison, parce que votre maison s'enrichit peut-être d'une appartenance supplémentaire. Il y a un être supplémentaire qui appartient à la maison. Et là, vous ouvrez les choses autrement. On vous pose la question de savoir, tiens, mais qui appartient à cette demeure? Et moi qui vis avec un berger, non pas un berger avec une houlette, un chien de berger, la divine Madame Alba, je peux vous dire que je suis très attentive à cette question d'appartenance, justement dans ce sens-là, dans la mesure où cette chienne, parce que je ne croyais pas du tout à la génétique, moi, des chiens, etc. Je me disais, non, tout ça c'est social et tout. Vous savez, je suis un peu progressiste, je veux dire, bobo progressiste, donc je fais plutôt confiance au milieu. Et puis j'ai découvert en fait que cette chienne n'avait jamais travaillé comme berger parce qu'elle a été élevée, enfin elle n'a pas été élevée, elle a vécu, si elle a été élevée par d'autres chiens dans la rue, puisqu'elle a vécu pratiquement sans doute, c'est une hypothèse, mais assez bien étayée, visiblement elle a vécu dans la rue, mais c'est une héritière d'une lignée de chiens de berger en Espagne. Et j'ai découvert que c'était un chien de berger. Et en fait, elle a un comportement par rapport à la maison de vrai chien de berger. C'est-à-dire, on peut entrer dans la maison, elle n'a pas du tout la notion de la propriété. Par contre, on ne peut pas s'approcher du peuple. Et c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que nous appartenons, ce n'est pas la maison qui nous appartient, donc elle ne protège pas la maison du tout, mais elle protège les gens qui appartiennent à cette maison. Et je veux dire, donc par exemple, si je fais une fête chez moi ou un dîner ou quoi que ce soit, eh bien, à un moment donné, quand tous les invités sont arrivés, si on est une dizaine ou une quinzaine, eh bien, elle considère qu'ils peuvent entrer, sortir, aller dans le jardin, sortir dans la rue, etc. Elle ne va pas du tout faire la moindre manifestation par rapport à ces entrées et sorties. Mais comment est-ce qu'elle sait? Mais on est par exemple 18, c'est arrivé dernièrement, et puis il y a un 19e qui arrive en retard, elle va aboyer dessus. Alors que dans les 18, il y en a plein qui étaient entrés et sortis de l'espace et du jardin et de la maison, et qu'elle n'avait pas du tout fait une seule remarque par rapport à ses entrées et sorties. Donc, en quelques heures, enfin même pas une heure ou deux, elle avait associé un peuple à cette maison. Et c'était ce peuple qu'elle devait protéger. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que cette chienne, d'une certaine manière, comme chienne de berger, n'a pas du tout une notion de propriétaire des lieux comme nous pourrions l'avoir spontanément, mais considère vraiment que nous, ceux qui sont dans la maison, appartiennent à cette maison une fois qu'ils y sont depuis un certain temps. Je sais pas si je réponds à votre question. J'ai une dernière question, en fait, c'est que j'ai remarqué du coup, on forme notre décision en fonction de l'animal. Ce que j'ai compris, mais après, de l'autre côté, l'animal aussi il modifie son comportement en fonction de ce qu'on lui présente.
Disons, comment on peut savoir ce qui est idéal pour un animal à la maison? Ouais, mais ça se répond jamais en général, ces questions-là. Il faut aller voir l'animal et il faut aller voir la maison. Il faut aller voir, je veux dire, ça, c'est des négociations. Il faut aller voir parce que ce qui est idéal pour un animal pourrait ne pas être idéal du tout pour ceux qui vivent dans cette maison. Et donc, ça veut dire, à ce moment-là, ça veut dire que vous allez rendre la vie de votre animal complètement pourrie par le fait que les maîtres, enfin ceux qu'on appelle les maîtres, j'aime pas beaucoup les gardiens, les compagnons humains, disons les compagnons humains, vont être de mauvaise humeur tout le temps, ou tout le temps, bref, vont considérer que cette présence devient facilement insupportable. Et donc, je veux dire, c'est vraiment aller dans la maison avec l'animal et voir comment la vie se déroule. Et là, vous comprendrez. Mais une réponse comme ça, on ne peut jamais y répondre en général parce que ça dépend et de l'animal en question, et de la maison, et des humains qui y vivent. Parce que vous savez, si je devais obéir à ce que mon chien décide, de la vie idéale pour ma chienne Alba, je sais très bien ce que ce serait, mais ce serait invivable pour nous. Donc, on aurait une vie pourrie, elle aussi, parce qu'on serait de mauvaise humeur tout le temps. Donc, on a fait des compromis. Il y a des divans où elle peut aller et des divans qui sont réservés aux humains. Il y a des lieux où elle peut aller et il y a des lieux où visiblement il est mieux qu'elle n'y aille pas. Il y a des choses qu'elle peut faire et des choses qu'elle ne peut pas faire. Mais elle préférait avoir un tout petit peu plus de marge de manœuvre, mais ces marges de manœuvre sont incompatibles avec une vie collective. Et ça, vous avez ça dans les collectifs humains aussi, évidemment. Si chacun devait imposer les conditions idéales de sa vie dans une maison, vous auriez des maisons tout à fait invivables. Je vois. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Ensuite, il y a une question de GP. Alors ça, je ne sais pas qui c'est. DSGP veut-il prendre la parole? Ah, bonjour, c'est Deschmouk Gopol, je suis à Pasteur, je m'occupe des doctorants. J'avais une petite question par rapport à ce que vous aviez dit que la collecte d'expérience ou lorsqu'on aura rempli sa besace d'informations, on comprendrait mieux quelque chose. Je me demandais par rapport au réseau, quand on aurait rempli la besace de toutes les personnes qui sont dans un réseau social, qu'est-ce que ça donnerait? Donc ma question c'était, est-ce qu'il existe un modèle autre que chez les humains et le web, chez les animaux, qui utilisent des réseaux sociaux, et qu'en est-il de l'état final d'équilibre? Alors, qu'en est-il de l'état final d'équilibre? J'en sais rien, ça, parce que ce n'est pas mon métier. Mais l'utilisation de réseaux sociaux, évidemment, oui, ça dépend ce que vous appelez par réseaux sociaux. Vous savez, les chauves-souris communiquent en ondes. Ben voilà, est-ce qu'on appellerait ça un réseau social? C'est le vote pour approuver en groupe. Ah, c'est ça que vous appelez des réseaux sociaux? Oui, c'est l'approbation par groupe. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin, pas de l'approbation individuelle, mais de l'approbation d'un certain nombre d'individus pour que ça ait sens. Mais il y a une difficulté dans votre question, c'est est-ce que vous dites simplement, est-ce que vous me demandez s'il existe des modalités de décision collective chez les animaux? Je vous réponds, chez beaucoup d'animaux qui vivent de manière grégaire, il y a des processus de décision collective. C'est-à-dire qu'il y a notre ami, je crois que c'est qui a étudié les béliers pourrait vous en parler, je pense aussi bien que moi. C'est qu'à un moment donné, quand il s'agit de se déplacer, eh bien, il y a un processus de décision collective. Alors moi, les moutons que j'avais pu observer chez Thelma Roel, elle m'avait expliqué comment ça fonctionnait. C'est qu'à un moment donné, un mouton se lève, un bélier se lève, parce que chez les femelles, ça ne se passe pas comme ça, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est que le modèle chez les femelles est tout à fait différent, parce que les femelles, c'est la vieille qui décide. Et les autres n'ont qu'à suivre, et la vieille prend les décisions et personne ne contestera, alors que chez les béliers, il y a un traitement plus, on va dire, plus démocratique, moins fondé sur une espèce de déférence par rapport à l'âge. Et ce qui est normal aussi, hein, parce que chez les brebis, elles connaissent bien le terrain, donc on fait confiance à celles qui savent, d'une certaine manière, celles qui ont de l'expérience. Alors que chez les béliers, eh bien, je ne sais pas si vous avez pu observer ça, mais moi, c'est Thelma Roel qui m'avait appelé, parce que dans son troupeau, mâles et femelles vivaient chacun leur vie de leur côté. On avait vraiment deux troupeaux clairement identifiés en temps normal. Eh bien, à un moment donné, il y a un bélier qui se lève, qui va dresser, il se met dans une direction et va éventuellement accentuer la direction qu'a pris son corps, donc il reste debout immobile, en haussant légèrement la tête dans l'axe de son corps. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça prend un certain temps, un autre bélier va se lever
et va éventuellement faire la même chose, le même geste en mettant son corps dans la même orientation. Et puis quand il y en a 3-4 qui se lèvent et qui font ça, ça prend quand même un certain temps, et bien tout le troupeau se lève et part dans la direction indiquée. Donc on a une espèce de conversation, disait Thelma Roel, la primatologue qui étudie les moutons, qui fait que là vous avez une espèce de truc par consensus. Et puis il y a des scientifiques qui ont étudié comment dans chaque espèce, notamment chez les ongulés, les choses se font. Et il y a des moments où c'est différent. Il y a des espèces, alors je ne saurais plus vous dire de mémoire parce que je n'ai pas retenu, mais par moment, il y a d'autres, par exemple, je ne sais plus si c'est les buffles ou quoi, où il y en a qui vont, ils vont plutôt voter une espèce. Alors, chez les moutons, ça a l'air d'être au quorum, mais par exemple, non. Il y en a un qui va se lever, qui va prendre une direction, et un autre qui va prendre une légèrement différente direction. Et chacun va donc indiquer une direction différente, et c'est le médian plutôt qui va être. Ils vont partir dans la direction plus ou moins moyenne de toutes les formations corporelles qui se sont mises. Et puis chez d'autres encore, ce sera encore différent. Là, il y a un leader et les autres suivent ou ne suivent pas. Bref, donc vous avez des modes de cooptation, de décision chez les animaux qui sont extrêmement variés et extrêmement sophistiqués. Ça, c'est le premier point. Alors, du côté de l'approbation, et tout ça, c'est plus compliqué parce que ça demande quand même de faire des recherches chez des animaux qui nous ressemblent pour qu'on puisse comprendre ces histoires d'approbation, ou d'abord pour qu'on puisse les comprendre, et peut-être parce que ça les intéresse. On a constaté, par exemple, alors mais je vous donne un exemple parmi d'autres, que chez les cratéropécaillés, dont je parlais au début des questions, ainsi que chez les corbeaux, qui sont étudiés par le scientifique Bernd Henrich, eh bien, la bravoure importe. Et la bravoure importe, et en tout cas chez les cratéropécaillés, le fait de manifester de la bravoure pourrait améliorer votre statut social. Donc, si vous proposez de faire des choses qui sont un peu dangereuses, etc., vous montez dans la hiérarchie, donc d'une certaine manière. Donc, ça veut dire qu'on est dans des phénomènes qui sont de type approbation, je veux dire de type augmentation, d'une certaine manière, du statut. David parlait du statut dans les années où je travaillais avec lui. Et puis, dans les années 90, il a commencé à parler même du prestige. Et il dit, le prestige permet de modifier la place dans la hiérarchie par des systèmes où vous manifestez vos compétences par une série de performances devant les autres, et ces compétences et performances, d'une certaine manière, vont convaincre les autres de modifier leur relation avec vous. Je ne sais pas si je réponds un peu à votre question, c'est toujours pas... Ça ressemble aux influenceurs qui finiront par influencer et chacun va adopter une certaine posture et après les autres vont suivre un peu derrière. Alors, ça, des phénomènes d'influenceurs chez les animaux, on en parle évidemment parce qu'on parle, par exemple, j'ai rencontré par exemple le terme chez les chimpanzés qui est proposé par l'anthropologue Margaret Power qui analyse les travaux de Jane Goodall et qui va dire que chez les chimpanzés, il y a parfois des leaders charismatiques. Et des leaders charismatiques, donc c'est des chimpanzés qui ne sont pas nécessairement des dominants, qui ne sont pas nécessairement... Ça ne s'impose pas nécessairement par la force, la coercition, la menace, etc., mais visiblement auxquels les autres font confiance et quand ils prennent une décision ou quand ils décident d'apaiser un conflit, généralement, on les écoute. D'accord. Et ça, je crois qu'on rencontrera ce phénomène chez les baleines à propos des choix des champs qui vont entrer à la mode et des choses comme ça. Donc ça, j'ai déjà entendu plusieurs fois des histoires où des collectifs animaux peuvent en effet avoir soit des leaders charismatiques, soit des êtres qui sont particulièrement inventifs et bien intégrés. Et même chez les vaches d'élevage, on fait la différence entre la dominante et celle qu'on appelle la meneuse. Alors, la dominante, c'est celle qui va, d'une certaine manière, avoir certaines priorités, qui va un peu décider, je vais la première au robot de traite, je décide, etc. Mais la meneuse, c'est celle sur laquelle l'éleveur va compter parce qu'elle a la capacité d'entraîner le troupeau, parce que le troupeau lui fait confiance. Et c'est en général une vache assez paisible, qui s'entend bien avec les humains et qui a donc une influence sur le troupeau. Et l'éleveur va compter sur cette vache. Par exemple, quand il faut changer de pré, c'est avec la meneuse qu'il va négocier et pas avec la dominante. D'accord. Merci. On va passer par une dernière question, celle de Camille. Là, c'est le marathon pour vous, Vinciane. Camille Corlieu. Bonsoir, je ne sais pas si vous me voyez, je ne me vois pas. Si, c'est bien. Moi, je ne vois personne à part le groupe devant moi, en fait. D'accord. Alors, ma question. L'écran.
Ma question qui est très naïve parce que je ne connais pas bien la problématique des animaux, c'est est-ce que vous savez pourquoi les araignées sont toujours seules et ne peuvent cohabiter ni avoir de relations sociales? Alors, je ne connais pas grand-chose aux araignées. Pour tout vous dire, j'ai travaillé un peu pour Thomas Saraceno, l'artiste qui travaille avec les araignées, donc il m'a obligé à lire des choses sur les araignées. Alors, les araignées peuvent être sociales. D'abord, vous avez les araignées sociales qui sont, donc vous avez plein d'espèces sociales d'araignées. Enfin, plein, il y en a pas, je ne sais pas combien il y en a, mais ça existe. Donc là, de toute façon, vous avez des araignées sociales qui vivent en société. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je pense que la question d'être social, moi, je commence à le revisiter de plus en plus. Parce que je me dis, c'est Dominique Lestel, qui est un philosophe spécialiste du comportement animal, qui m'avait un jour dit quelque chose qui m'avait. Il est très drôle, Dominique Lestel, il a toujours des choses, et c'est des intuitions sur le mode de la boutade, mais qui sont très justes. On dit que les orang-outans ne sont pas sociaux. Parce que normalement, vous rencontrez un orang-outan, mais il est toujours seul. Et il fréquente peu les autres. Sauf qu'il disait, si on dit ça, alors il faut dire que les fermiers texans qui vivent à 50 miles les uns des autres dans des fermes absolument totalement isolées, qu'il y a des humains qui ne sont pas sociaux, que les humains ne sont peut-être pas sociaux si vous vous focalisez sur les… Donc les fermiers texans, oui, ils sont sociaux, mais ils vivent pour des questions, pour des raisons écologiques, pour des raisons simplement d'organisation de leur économie, ils vivent très éloignés les uns des autres. Et donc, je pense qu'il faut… Je n'irai jamais… Je pense de moins en moins, j'ai envie de dire qu'une espèce où des animaux ne sont pas sociaux. Mais vous avez raison de dire, de vivre, elles sont souvent seules. Mais qu'est-ce que ça veut dire être seul? Parce que quand on dit ça, je pense qu'on a tellement négligé, faute d'attention, mais faute aussi à cause des barrières disciplinaires, mais qui fonctionnent au sein même des disciplines. Si vous vous intéressez aux araignées, vous ne vous intéressez pas à d'autres espèces. Voilà. À la rigueur, vous vous intéressez à ce que mangent les araignées. Mais je pense vraiment que les araignées ont probablement des relations sociales interspécifiques, voire interrègnes, mais qu'elles ne nous sont pas tout de suite perceptibles parce que quand on parle de socialité, on parle toujours au niveau intraspécifique et qu'on focalise son attention sur l'intraspécifique. Mais peut-être qu'il y a beaucoup plus de relations sociales une fois qu'on élargit le social au fait de faire société. Et là, on retombe sur la question des milieux. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu? C'est une société interrègne, interspécifique. Et donc, je pense que les araignées, peut-être qu'elles sont très solitaires. Et ça, vous savez, c'est l'évolution qui a forgé des manières d'être et des manières de vivre qui sont compatibles avec le type d'alimentation, qui ont permis aussi de diminuer certaines formes de compétition qui n'étaient pas nécessairement favorables à la survie des animaux. Bref, il y a des choix qui ont été faits, mais ces choix, ils sont faits, je pense, en effet, sur des manières d'espace, d'organiser des mises à distance avec des congénères, mais ça ne fait pas de l'animal, je pense, un être non social. Très bien, merci. Merci beaucoup. J'ai quand même une dernière question à poser. Vinciane, ça peut encore aller. J'ai quelqu'un qui va solliciter, qui est dans la pièce. Voilà. Bonjour. On s'inscrit dans ce qu'on vit actuellement avec le confinement qu'on a vécu. C'est un moment où on a eu une sorte de reprise de conscience des relations qu'on avait avec la nature, enfin ce qu'on pourrait appeler la nature. On a été interdit de sortie. On a vu les animaux revenir dans les villes. Enfin, il y avait un moment assez intéressant, je trouve, dans cette période. Et c'est aussi la période où le Muséum d'histoire naturelle a choisi de relancer, de faire un gros coup de com' sur l'opération Vigie Nature, ce qui a permis à monsieur et madame tout le monde de prendre la casquette de l'ethnologue. Les oiseaux, c'est ornithologue. Je suis un nouvel intrus, en fait. Des gens… Attendez, excusez-moi une minute, je ne vous entends plus parce que ma chienne a décidé qu'il y avait des bonnes raisons de s'énerver. Ça va, elle est descendue, elle est allée s'occuper des visiteurs. Voilà, excusez-moi, est-ce que je peux réécouter votre question? Voilà, ce sera mieux. Voilà, merci. Donc, pendant la période… J'ai entendu sur la pandémie, j'ai entendu sur le muséum naturel, j'ai entendu sur la vigilance, sur le fait que les gens sont redevenus des ethnologues ou des éthologues plutôt du vivant. Et puis la suite, c'est la chaîne a décidé d'entraver notre conversation.
Ouais. Bah, le réseau Viginature, c'était un programme de sciences citoyennes qui proposait aux gens du coup de prendre en photo dans leur jardin soit des insectes, du coup c'était entomologue, de prendre cette casquette et de photographier les insectes, et du coup c'était repris, des informations reprises par les scientifiques. Donc il y avait une sorte de science participative, une science citoyenne. On pouvait faire ça aussi avec les oiseaux et même les chauves-souris, je crois. Et du coup, je me suis demandé si c'était un bon levier, si ce levier était un des plus pertinents, même qui existe, pour commencer du coup par attiser la curiosité des gens, donc les faire passer par cette observation, reprendre cette casquette en étant un entomologiste du dimanche, et donc curiosité pour observer, observer pour aimer, et aimer pour protéger. Est-ce que c'était un des meilleurs leviers possibles? Donc, moi, j'y pensais donc, pour des projets personnels, c'était du design de service, comment montrer ces choses-là. Mais je trouvais ce programme très intéressant qui venait à un moment assez critique, je veux dire. Donc, moi, je ne peux qu'adhérer à votre… Parce que je pense que dans votre question, vous avez compris exactement les enjeux de cette histoire, c'est de susciter de la curiosité. Et la manière dont vous la formulez, je pense que vous avez parfaitement saisi que c'est vrai, attiser la curiosité, parce qu'une fois qu'on devient curieux, à ce moment-là, je veux dire, ça nous est arrivé à tous. Si vous vous intéressez de manière curieuse à un animal à un moment donné, vous ne pourrez pas imaginer sa disparition sans avoir un frisson d'inquiétude. Et puis parce que aussi, ça attise d'une certaine manière, en principe, parce qu'il n'y a jamais de réponse tout à fait générale, mais ça attise en principe l'envie de protéger ce qu'on a appris à connaître. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, hein, bien sûr. Je veux dire, le nombre de scientifiques ont torturé des animaux simplement pour pouvoir les connaître, ça existe aussi. Mais Dieu soit loué, je veux dire, il n'y a pas une arme de sales petits fachos de scientifiques dans la plupart des gens. Donc, on peut espérer qu'en plus, s'ils décident de consacrer du temps, de leur loisir, la patience que ça demande et tout, à faire ça, ils ne sont pas du tout mus par des ambitions carriéristes ou de connaissance pour la connaissance, mais plutôt par des ambitions simplement de se rapprocher d'un monde qui n'est pas seulement humain. Donc pour moi, c'est vraiment des projets, c'est très très beau comme projet. Je l'ignorais ce projet, ça me fait très plaisir que vous m'en informiez. On enverra le lien d'ailleurs. Ouais. Bastiane, on vous enverra un lien vers ce projet. Super, merci beaucoup. Bon, mais je crois que… Merci. Merci beaucoup, Bastiane. On va vous applaudir quand même. Merci aux étudiants aussi. Bravo, hein, bravo les amis. Vous avez vraiment parfaitement joué le jeu. C'est très bien. Vous avez consacré, vous avez beaucoup d'activités, vous avez consacré quand même pas mal de temps et on en est vraiment très touchés. Merci à vous. Merci. Et merci à tous ceux qui ont travaillé, préparé cette journée, c'était formidable. Merci beaucoup. Bon, merci. Et on remercie tous nos collègues de l'école qui nous ont aidés justement d'un point de vue de la vidéo, comment dirais-je, de la communication et aussi de l'informatique. Merci Vincent. Très bien, merci à tous. On va vous accueillir, hein. On va quand tout ira mieux, on va lancer l'invitation. D'accord. Allez, bonne fin d'année à tous et bon mémoire, bonnes écritures, bonnes recherches, bonnes enquêtes. À très bientôt. Bon vent. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Toujours aussi agile. Ça va stopper automatiquement le Quand tu fermes? Ah ouais. L'enregistrement. Non, je dois d'abord arrêter l'enregistrement. Allez, Ouais, je vais voilà.